Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour un domaine, vous allez voir, extraordinairement innovant, peut-être mal qualifié, et qui pose beaucoup de conséquences qui, peut-être pour certains d'entre vous, en étant étudiants, vont peut-être les dépasser, mais c'est vous, en tant qu'étudiants, qui faites l'avenir, et vous verrez comme quoi ces discussions sont dans une prospective fondamentale. Il s'agit de la santé des écosystèmes. Notion particulièrement difficile à bien circonscrire, qui fut employée à un moment dans des écrits d'une académie et qui m'ont fait éventuellement inviter deux personnes particulièrement compétentes pour répondre à cette question. Mais alors, qu'est-ce que une santé, et en plus une santé des écosystèmes dans une vision One Health, bien entendu, telle que depuis 2 ans, nous vous proposons des conférences et nous continuerons pendant, bien sûr, tous les derniers mardis de chaque mois, bien entendu, sauf au mois de décembre, bien entendu, puisque vous serez sûrement en vacances, du moins pour les étudiants, mais sûrement pour les chercheurs également. Donc, nous allons écouter deux personnes particulièrement compétentes, un écologue et non pas un écologiste, vous verrez la différence entre les deux, et deuxièmement, un collègue qui, lui, biologiste, bien sûr fait de l'écologie, mais a eu, en ayant été vétérinaire auparavant, un autre profil. Ces deux profils-là, sur deux objectifs différents, vont dialoguer devant vous et sûrement vous amener peut-être des interrogations, peut-être modifier la manière que vous allez penser un certain nombre d'éléments, les maladies infectieuses, mais au-delà des maladies infectieuses, votre vie de tous les jours, y compris en tant que citoyen. Alors nous allons commencer par notre premier invité, Marc-André Sellos. Vous avez la parole, mon cher collègue, et merci ainsi que Patrick d'avoir accepté de venir dans cette conférence en fait éclairée sur cette santé en fait des écosystèmes. Vous avez la parole. Bien alors, effectivement, c'est une opportunité vraiment pour moi majeure de pouvoir discuter ces aspects de santé unique parce que, en fait, d'abord, il est très important d'envisager avec une interdisciplinarité l'ensemble des problèmes qui sont posés à nos sociétés, notamment les problèmes de santé qui sont par essence intégratifs, et puis aussi parce que c'est l'occasion d'entamer une discussion qui moi, me passionne, c'est cette discussion de savoir comment l'écologie peut amener à la santé. Et donc, je m'aide de quelques diapositives pour vous parler de ça. Euh, voilà. Je vais tout de suite donc vous présenter ces images où ce que je prétends, c'est que finalement, même les microbiologistes peuvent avoir un avis sur la santé globale. Et je vais vous présenter cet avis car moi, pour moi-même, je ne suis guère qu'un microbiologiste, guère qu'un écologue des microbes. Mais néanmoins, il me semble que c'est important d'avoir cette perspective, et notamment une perspective écologique. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer que nous avons, nous, et notamment en termes de santé, un lien aux écosystèmes qui est vivant et palpitant. Par vivant et palpitant, j'entends que il suffit d'aller faire ses courses pour s'apercevoir que nous sommes liés à tout un tas d'espèces qui représentent, sur nos étals par exemple, tout un tas d'écosystèmes. Et il y a une méditation qu'il faut faire, c'est celle du frigo, pour imaginer tous les écosystèmes où se trouvent ici ou là un certain nombre des espèces que nous allons consommer, et d'ailleurs aussi des espèces qui nous permettent d'emballer nos aliments. Parce qu'il y a aussi ça pour le coup. Ça veut dire que quelque part, nous sommes membres de cet écosystème, de ces écosystèmes-là, dont nous tirons à la fois des aliments, des matériaux. Nous sommes réellement membres, au sens où nous sommes dans les chaînes alimentaires, nous sommes parmi les utilisateurs des produits de ces écosystèmes, même si nous n'y sommes pas physiquement, nous sommes dans ces écosystèmes sans y être, et quelque part, ce qui s'y passe nous atteint très intimement, aussi intimement finalement que notre alimentation. Nous sommes aussi membres de cet écosystème-là, et quelque part affectés par ce qui s'y passe. Nous sommes en fait complètement ouverts, et ce lien, donc, je le disais, est très intime. Nous sommes ouverts à tout un tas de ressources
nous avons besoin pour notre santé et pour notre développement, notamment par l'alimentation, respiration comprise pour l'oxygène. Nous sommes ouverts à ces écosystèmes plus ou moins proches, nous sommes ouverts à eux, et ils nous forment, ils nous fabriquent intimement, ils nous amènent d'ailleurs même notre énergie. Le lien est vraiment intime, hein, c'est pas léger que de le dire. Et pour le coup, justement, à cause de cette intimité, à cause de cette étroitesse, ce lien, il peut nous abîmer. Il peut nous abîmer et ce qui se passe là-bas peut avoir des effets sur notre santé. Je prends quelques exemples. L'abus, en tout cas l'usage excessif de phosphates d'origine minière comme engrais minéraux dans les agrosystèmes entraîne une contamination des sols au cadmium. Cadmium qui est mobilisé par les plantes, qui rentre dans les productions, notamment les céréales, dans les productions agricoles, et que nous consommons. Nous, Français, nous consommons 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS de cadmium. Ça veut dire que 47% d'entre nous sont en surdosage pour les adultes, et puis pour les enfants, c'est 20%. C'est terrible parce que le cadmium, on le sait, c'est des ennuis rénaux, des ennuis hépatiques, c'est des problèmes d'ossification, de développement osseux, y compris fétaux, hein. On s'en rend compte maintenant quand la mère consomme des aliments trop riches en cadmium. Et puis, le cadmium est cancérigène et notamment, il explique une bonne partie de cette hausse de 2 à 3% des cancers du pancréas que nous avons chaque année en France. Donc on le voit, ce qui se passe là-bas nous affecte, car nous sommes un peu là-bas, même si nous n'y sommes pas. Et la même chose s'applique aux écosystèmes aquatiques que je présentais précédemment. On nous dit du poisson, pas plus de 2 fois par semaine, et en variant le poisson et l'origine du poisson. Pourquoi? Parce que nos eaux côtières, où nous pêchons l'essentiel des poissons, sont contaminées par des métaux lourds, et que manger trop de poissons, c'est se contaminer aux métaux lourds. Donc on est obligé de limiter la consommation de poissons, par ailleurs si excellente pour la santé, à cause de cette contamination, et on veut varier les sources d'approvisionnement pour être sûr de ne pas être toujours contaminé par la même chose. Voilà comment, effectivement, ce lien intime peut être un lien néfaste quand il se passe là-bas des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et alors, par parenthèse, c'est aussi mauvais pour les gens qui sont là-bas et qui préparent notre nourriture ou préparent nos aliments, parce que pour le coup, l'étude Agricole menée par la fac de Caen, l'INSERM et la MSA, la Mutualité sociale agricole, révèle que, alors même que les agriculteurs ont moins de cancers que les citadins, et parce qu'ils mènent une vie, et d'ailleurs même que la population moyenne, parce qu'ils mènent une vie assez saine, ils se retrouvent avec des surreprésentations de mélanome multiples, plus 1%, ou de lymphome plasmacytaire, là, c'est aux alentours de plus 50%. Ça montre que quelque part, ce qui se passe là-bas peut aussi affecter la santé de ceux qui sont là-bas, et c'est quand même pas négligeable. Là, évidemment, on paye sans doute largement le prix des pesticides, et le fait que même s'ils restent au champ, eh bien, au champ, ils sont dangereux pour la santé humaine, car le champ est un écosystème où vivent des agriculteurs. Laissez-moi vous donner un dernier exemple de ça, qui montre que dans cette nuisance, il peut y avoir des truchements biologiques et que c'est un peu comme une partie de billard à plusieurs, où on joue des coups à plusieurs bandes. Le vivant peut être le truchement par lequel ce qui se passe dans des écosystèmes distaux nous affecte. Nous allons aux Pays-Bas, pays d'horticulture, pays de maraîchage, où les aspergillus du groupe Fulmigatus, ces aspergillus jouent des tours aux productions végétales. Alors on utilise un antifongique de la famille des triazoles, le tébuconazole, d'autant plus qu'il n'est pas tellement nocif pour l'homme, et donc on peut l'appliquer sans grand risque pour le maraîcher ou l'horticulteur. Cet aspergillus est par ailleurs capable de façon opportuniste de coloniser nos poumons. Alors, c'est une fausse route pour l'aspergillus, mais néanmoins, il arrive qu'il infecte notamment des immunodéprimés, et on compte qu'il y a un demi-million de cas par an euh, de colonisation par des aspergillus qui peuvent se solder par la mort du patient, mais fort heureusement, la plupart du temps, ces triazoles, justement, qui ne sont pas très dangereux pour l'homme, permettent d'exterminer le champignon. Sauf que, aux Pays-Bas, justement, hier, on avait 60% des cas qui étaient guéris par les triazoles, mais comme on utilise les triazoles dans les écosystèmes de production floraux et de maraîchage, eh bien, on a fini par sélectionner des résistances. Et par endroit, aux Pays-Bas, aujourd'hui, seuls 10% des infections peuvent être soignées, car 90% des infections sont résistantes au traitement, car les Aspergillus fumigatus ont été sélectionnés sur la base d'une résistance dans les écosystèmes, et ensuite, quand ils rentrent dans les poumons, eh bien, on ne peut plus les traiter par ces fongicides classiques. Ça, c'est clairement quelque chose qui promet à la mort les patients qui ne peuvent pas être soignés.
Finalement, ce qu'on fait dans les écosystèmes autour de nous peut affecter notre santé. Ça nous nourrit, mais ça peut aussi nous détruire. Tout dépend de ce qu'on y fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui transparaît dans l'exemple iconique qui est l'exemple sur lequel est basé One Health. Alors, pardon pour ceux qui connaissent One Health et qui connaissent cet exemple. C'est ce qui est arrivé au vautour shogun. C'est énorme, c'était la plus grande population de vautours qu'on avait en Inde. Le problème, c'est qu'en Inde et dans les pays limitrophes, on utilise les bovins non pas pour les manger, mais comme animaux de trait et de transport, et pour les aider à survivre à des conditions sanitaires pas toujours terribles, eh bien, on leur donne du diclofénac et du ibuprofène, toutes sortes de molécules qui les aident à supporter leur douleur et à continuer à remplir leurs fonctions alors qu'ils sont malades, mais qui détruit le foie des vautours quand ils ingèrent les carcasses. Ben oui, parce que là-bas, on ne mange pas les bovins. Et donc, les carcasses sont nettoyées par les vautours, historiquement. Ça se passe très bien parce qu'ils les nettoient rapidement, et c'est pour ça qu'il y avait autant de vautours, sauf que maintenant, ces vautours meurent. Alors, on est sur des taux de mortalité de 98%, hein. Et au total, ces populations réduites laissent la place à des chiens qui ne sont normalement pas concurrentiels pour les carcasses, mais qui vont manger ces carcasses. Et les chiens, on a 5 millions de plus en une vingtaine d'années, entraînent une recrudescence des cas de rage. Ça se traduit en perte de vie humaine et en surcoût de traitement, des surcoûts terribles au regard de ce qu'on pourrait faire avec 32 millions d'euros chaque année en Inde. Et puis, il y a plein de problèmes marginaux, notamment, ils transmettent beaucoup plus la peste et le charbon que les vautours. Et comme ils sont moins efficaces dans le nettoyage des carcasses, eh bien, il y a des bactéries qui s'échappent de ces carcasses et qui peuvent menacer les hommes et endommager notamment la qualité des eaux potables. Donc, vous voyez que finalement, quelque part, l'état de fonction des écosystèmes joue beaucoup sur la santé, en bien ou en mal. Et finalement, ce lien, figurez-vous qu'il est faiblement ressenti. On ne le réalise pas tellement. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est tous, et ceux qui sont réunis ici, et j'en profite pour remercier la Fondation de nous réunir pour parler de ça et d'organiser tout ce cycle de conférences. One Health, c'est la prise de conscience qu'il n'y a pas de santé humaine dans un contexte où la santé des animaux n'est pas correcte, et dans un contexte où il n'y a pas une bonne santé de l'environnement et une bonne santé des écosystèmes autour de nous. Mais cette histoire de santé des écosystèmes et de santé de l'environnement, moi, en tant qu'écologue, je vais vous dire, c'est de la foutaise, ça ne tient pas debout, ça n'a pas de sens. Alors évidemment, je comprends, et je ne vais pas dire qu'il ne faut pas parler de santé de l'environnement et de santé des écosystèmes, je comprends ce qu'on veut dire. Mais pour moi, c'est du sabir. Ça n'a pas de sens biologique. Le petit Robert me dit que la santé, c'est le bon état physiologique d'un être vivant, le fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. L'écosystème n'est pas un être vivant, c'est une somme d'êtres vivants. Ça a des propriétés différentes. Et puis, c'est pas un organisme. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est le petit Robert. Moi, je vais vous donner la définition évolutionniste de la santé. La santé, les évolutionnistes, ils regardent le nombre de descendants, hein, parce qu'il n'y a que ceux qui ont des descendants qui sont là à l'épisode suivant, hein. Ils regardent la valeur sélective, ce qu'on appelle la fitness, qui peut se calculer par le nombre de descendants et, pour être plus précis, le nombre de descendants qui arrivent en âge de reproduction et qui, en fait, est un évaluateur de votre capacité à survivre dans l'évolution. Eh bien, la santé, c'est l'état qui optimise la valeur sélective. La santé est d'autant meilleure que la valeur sélective sera grande. Or, un écosystème ne produit pas de descendants. Justement, ce n'est pas un organisme, c'est une somme d'organismes. Et c'est un petit peu ce que Michel Serres soulignait pour Gaïa. Gaïa n'est pas un organisme, parce que la Terre ne se reproduit pas. Je vous dis, Michel Serres, j'ai jamais vu la Terre se reproduire. Il y a là un terme qui n'est pas complètement exact, pas complètement bien choisi. Alors, je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Je vous emmène à Yellowstone, dans la zone orange, qui doit être à pH 1, 1,5, où il y a des minéraux toxiques pour vous et en concentration, on ne mettrait pas une seule plante. Et regardez, les plantes s'arrêtent au bord, elles ne vont pas dans l'eau. Par contre, ces belles couleurs sont liées, alors surtout la couleur rouge, à des croûtes bactériennes qui prolifèrent là. Demandez-leur si l'écosystème est en bonne santé, elles vous diront oui, parce que ce qu'on appelle la santé de l'écosystème, c'est ce qui nous permet à nous d'être en bonne santé. Alors du coup, comme on ne vit pas au même endroit que ces bactéries-là, pour nous, ça, c'est pas quelque chose qui est en bonne santé, et pour elles, c'est génial. C'est ce qui est en bonne santé. En fait, j'ai bien compris ce qu'on veut dire par santé des écosystèmes. On veut dire le mode de fonctionnement qui est compatible avec notre santé. Mais ce n'est pas la santé de l'écosystème lui-même. Pourquoi je m'acharne? Et je m'acharne simplement parce que ce que je veux dire, c'est que finalement, la dimension écologique, écosystémique est trop faiblement ressentie, au point qu'il y a une maladresse de langage fondamentale dans One Health.
je ne veux pas qu'on la corrige. Je comprends bien ce qu'on peut vouloir dire par santé de l'environnement. C'est l'environnement qui permet la santé de l'homme. Mais ce que ça pointe du doigt, c'est l'absence des écologues au départ, séminalement, dans ce dispositif, parce qu'on n'aurait jamais formulé les choses de cette façon-là. Elle continue, cette absence. Pardon d'être me faire insistant, mais je veux vraiment mettre le doigt là où on peut faire mieux et où on doit faire mieux. Dans la vie interacadémique qui a été rendue en 2021, One Health, un monde, une seule santé, on parle du nécessaire décloisonnement entre santé de l'homme et santé animale. Et on ne parle que de ça. Il y a d'ailleurs un petit avertissement qui dit que cet avis ne concerne qu'une petite partie du vaste concept. OK, il s'agit d'une première mais nécessaire étape vers l'application concrète. OK, alors je ne vois pas pourquoi dans cette première étape, il n'y a pas d'écologue. Hein. Je ne comprends pas. Mais bon, OK. De nombreux autres aspects seront abordés ultérieurement, sans oublier celui de l'environnement. Ouf! Euh, Sauf qu'on attend les autres avis. Hein. J'ai pas vu d'autres avis sortir et je vois toujours pas l'écologie dans le dispositif. Et ça, c'est grave parce que c'est la partie qui manque de laquelle nous pouvons attendre le plus d'heuristique et le plus de puissance. D'ailleurs, notre lien aux écosystèmes, il est très, très, très intime, bien plus que tout ce que vous avez imaginé. Et je voudrais maintenant vous montrer un endroit où on a justement besoin d'une vision écosystémique. Je vous parlais de notre microbiote. Alors, vous n'allez pas être très étonné parce que j'ai commis déjà des ouvrages sur le microbiote et je suis passionné par cette présence microbienne. Pour un microbiologiste, hein, le fait d'être truffé de microbes, d'abriter 3 à 5 000 espèces de bactéries et de levures, bon, c'est extraordinaire. C'est être l'exemple de ce qu'on étudie. C'est quand même fameux cette histoire-là. Alors, vous avez à l'écran les 6 grands groupes de bactéries qui peuplent notre microbiote. Vous verrez d'ailleurs un truc assez amusant, c'est que toutes les parties exposées à la lumière abritent des cyanobactéries en vert. Et oui, nous sommes des porte-cyanobactéries, des porteurs de bactéries qui font la photosynthèse en se perchant sur nous pour atteindre la lumière. Mais ça, c'est un détail. Le fait est que de nos 10 puissance 14 cellules humaines, il existe un pendant dans le fait que rien que dans l'intestin, on a 10 puissance 14 bactéries intestinales. On en a un peu moins, mais ça fait quand même 10 puissance 13 microbes, bactéries et levures sur la peau. Et puis on en a 10 puissance 12 un petit peu partout ailleurs, vagin, narine, tous ces endroits où on a aussi de la biodiversité. Et ça veut dire qu'en fait, nous portons de fait un écosystème microbien. Du temps de mes études, on l'appelait la microflore commensale pour dire qu'elle habitait là, ma foi, mais bon, voilà. Hein. On sait aujourd'hui que c'est vital pour nous, et on le sait en creux par l'étude des maladies de la modernité. Alors, on sait très bien, et là je reprends une image classique des années 90 d'un travail de Jean-François Bach de l'Académie, la fréquence des maladies infectieuses, elle a diminué grâce à l'hygiénisme, la vaccination. Mais dans le même temps où le milieu devenait moins riche en microbes, notamment microbes pathogènes, on a vu exploser tout un tas de maladies de la modernité. Ces maladies de la modernité, en fait, elles sont des maladies du métabolisme, diabète, obésité, des maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes, ou du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer, et je devrais ajouter, d'après des travaux récents, également euh, tout simplement le burn-out et la dépression. Dans toutes ces maladies, je dis bien dans toutes ces maladies, on s'aperçoit que les individus malades ont un microbiote, notamment du tube digestif, mais éventuellement aussi dans les poumons pour l'asthme, qui est différent de celui des individus sains. Cause ou conséquence? Eh bien, dans toutes les maladies que j'ai citées, que je vais remettre à l'écran, on découvre que quand on donne le microbiote d'individus malades à des souris, elles développent des maladies qui ressemblent. Et on a au moins un exemple de transfert de microbiote d'individus sains à un individu malade en milieu hospitalier qui montre une régression partielle, mais une régression des symptômes. Sauf que les symptômes reviennent. Par exemple, l'obésité réaugmente. Mais quand on suit le microbiote, on s'aperçoit que le microbiote aussi, à ce moment-là, redevient anormal, pathologique, et que ce microbiote pathologique, eh bien, il est en fait, il redérive avant le retour des symptômes, ce qui pointe du doigt un lien causal. Alors, attention, un lien causal partiel, hein, très partiel, parce qu'il y a aussi des conditions génétiques, des conditions environnementales, des histoires personnelles qui jouent. Je ne suis pas réducteur. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce microbiote, en fait, quand il est divers, il joue dans notre métabolisme, dans notre système immunitaire et dans le fonctionnement de notre système nerveux. Et ça, c'est vraiment très important. En creux, on découvre que quand il s'érode,
eh bien, il y a un problème. Et en fait, c'est un dysfonctionnement de l'écosystème microbien qui nous abrite. Et c'est cet écosystème microbien et nos relations dans cet écosystème qui font notre santé. Alors, ces maladies-là, hein, elles risquent d'atteindre un quart d'entre nous l'an prochain, pratiquement, hein. Et c'est une vraie épidémie parce que nous sommes trop propres. Et mon ambition, c'est de réinstaurer une sorte de saleté propre, c'est-à-dire quelque chose qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé, un écosystème microbien diversifié sur notre peau et dans notre tube digestif qui nous maintient en bonne santé sans laisser passer les maladies, bien sûr. Je prône pas le retour au Moyen Âge. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en termes de lien aux écosystèmes, en fait, pour le coup, pour entretenir son microbiote intestinal, il faut manger des fibres, qui sont en fait des aliments des microbes. C'est ce qu'on appelle aussi les prébiotiques. Tout le monde pense que les fibres alimentaires améliorent le transit digestif, mais je dis souvent que c'est un petit peu comme d'acheter une voiture rouge en se disant que c'est parce qu'on aime le rouge qu'on achète une voiture rouge. On achète une voiture pour d'autres raisons, par exemple pour se déplacer. Et c'est important de voir que si vraiment les fibres alimentaires elles améliorent le transit, c'est qu'en fait elles améliorent le fonctionnement du microbiote du tube digestif, et notamment sa contribution à la motilité gastrique, mais pas, pardon, à la motilité intestinale. Mais pas seulement, ça a plein d'autres fonctions, notamment d'entretenir des bactéries qui produisent du butyrate en fermentant et qui sont de puissants régulateurs du système immunitaire, ou de museler les bactéries productrices de H2S, qui sont, elles, des facteurs d'état pro-inflammatoire ou d'état inflammatoire dont vous savez qu'ils peuvent être les causes, ou en tout cas qu'ils peuvent conduire à une augmentation de probabilité des cancers. Donc, derrière ça, cette idée de prébiotique, se cache l'idée qu'il faut non seulement manger des végétaux qui contiennent des fibres, qui vont en fait nourrir des microbes, mais comme il faut nourrir des microbes variés, il faut manger des fibres variées, venues de partout, une grande biodiversité. Et il y a là, si vous voulez, un lien assez marrant entre le fonctionnement de ces écosystèmes internes, microbiens, et ce qu'on doit faire de nos écosystèmes externes. Au passage, d'ailleurs, il vaut mieux pas mettre de pesticides, pas mettre de conservateurs, pas mettre d'émulsifiants dans son alimentation parce que c'est pas bon pour le microbiote non plus. Bon. Alors, vous voyez qu'on retrouve de la biodiversité finalement à l'entrée du tube digestif comme dedans et que finalement, on a ici une vision du lien aux écosystèmes externes jusque dans nos écosystèmes internes. Et par parenthèse, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on réduise notre consommation de viande pour faire place à plus de végétaux. Et ce n'est pas à des médecins que j'expliquerai que la surconsommation d'un facteur 4 à 5 selon les individus par rapport aux recommandations de l'Académie, la surconsommation de viande, c'est des AVC, c'est des cancers du tube digestif, c'est pas que des bonnes nouvelles en termes de santé, mais voilà. Alors, finalement, je suis un écosystème moi-même, voilà. Et ma santé est rendue possible par les liens écologiques qui se tissent en moi. Et quelque part, pour bien comprendre ce qu'est le microbiote et ce qu'on peut en faire, eh bien, il faut que le médecin ait aussi une vision écologique, écosystémique, rien que du patient déjà. Et que ça se développe aussi à l'échelle du patient et de l'intérieur du patient lui-même. Et donc, c'est bien de décloisonner entre les sciences de l'homme et les sciences de l'animal, mais de grâce, faites appel à des microbiologistes et plus généralement, faites appel à des écologues aussi, car c'est là qu'est la part de renouvellement, qu'est la part d'heuristique, qu'est la part de progrès du système. Car le lien aux écosystèmes, il peut faire ou refaire la santé. Et je vais terminer en vous donnant quelques exemples agricoles, notamment sur ces régions du sud de la Chine où on n'a pas de problème avec un champignon qui normalement détruit une grande quantité de riz et impose l'utilisation de pesticides, et notamment de fongicides comme les SDHI, qui sont pas très très bons pour l'homme, notamment pas très très bons pour l'agriculteur. Ben, figurez-vous que dans le Yuanyang, pas très loin de mon université de Kunming, on a des gens qui, depuis plusieurs centaines d'années, si ce n'est plusieurs millénaires, cultivent du riz sans absolument aucun pesticide et surtout sans aucun dégât de périculariose. Pourquoi? Bah, c'est simple. Les travaux de l'UMR BGPI là, que je mettais en logotage, hein, ce n'est pas mes travaux à moi, ça, ont montré que en fait, on s'échange pas mal de graines et on ressème à la fois ces graines et les graines que les autres vous ont données dans les champs traditionnels. Et il y a une énorme diversité génétique des riz. Il y a même les deux variétés, Indica et Japonica, qui sont là en mélange.
Alors, on peut comparer ça à d'autres villages où Pékin a apporté des graines élites, des graines modernes, où là, tous les individus sont génétiquement identiques et donc on fait des rizières complètement homogènes où on utilise des pesticides, parce que là, effectivement, il y a des maladies. Eh bien, si on plante dans soit les champs biodivers, soit les champs pas biodivers, des variétés de référence, AQC, Yongyang, et puis on regarde comment elles sont malades, on s'aperçoit qu'effectivement, les maladies se propagent moins bien dans les champs à forte biodiversité génétique du riz, par rapport aux champs homogènes génétiquement. Et donc, eh ben voilà, en ayant dans ces écosystèmes des accessions variées, on peut de la diversité génétique, on peut tout simplement utiliser moins de pesticides. Et là, je vous montre quelque chose qui sont sur des mélanges de variétés élites. Alors cette fois-ci, on mélange des variétés de blé qui sont sélectionnées pour être très productives. On ne s'en remet pas à une sélection massale traditionnelle. Et soit on sème une seule variété, soit on sème en mélange plusieurs variétés qui ont des profils de résistance aux maladies différents. Puis on inocule au milieu du champ, au début de la saison, une tache, un point de rouille jaune du blé. Bah, vous voyez que le foyer se propage dans un contexte où c'est homogène génétiquement, et donc il faut traiter. À droite, c'est pas la peine de traiter. C'est pas la peine de traiter. Dans un rapport INRAE assez récent, paru en 22, on s'aperçoit que des pratiques qui mélangent justement des espèces différentes dans le temps ou dans l'espace améliorent le contrôle des bioagresseurs, la restauration de la présence d'arbres dans les parcelles, par exemple, améliore le contrôle des bioagresseurs d'un facteur 40%. L'introduction de haies augmente le contrôle des bioagresseurs de plus de 80%. Les intercultures, le fait en hiver de semer d'autres plantes qui ne sont pas forcément adaptées à la propagation des parasites, améliore le biocontrôle de 125%. Des cultures mixtes ou des cultures relais augmentent le biocontrôle d'un facteur 60%. Et ceci avec des augmentations de la production qui ne sont pas ridicules, hein, puisque vous voyez qu'on arrive à des augmentations de la production de l'ordre de 10 à 40%, parce que simplement quand on mélange des espèces ou qu'on utilise le champ à deux saisons différentes, eh bien, en fait, on utilise mieux les ressources dans le temps et dans l'espace de l'écosystème. Oui, il y a là des façons de faire qui vont permettre de réduire la charge de pesticides et qui sont basées sur la connaissance du fonctionnement des écosystèmes. En fait, je suis en train de vous faire l'éloge de l'agroécologie, qui est une façon d'utiliser nos connaissances d'écologie et du fonctionnement des écosystèmes pour les gérer mieux. Et du coup, eh ben, on peut espérer en finir avec ces conneries, parce que, pardonnez-moi de le dire aussi violemment, mais les gens qui meurent là, ben, c'est eux qui ont payé les produits pour mourir. Et donc, c'est insupportable. Je pense à des médecins, mais aussi à quelqu'un comme moi qui pense que l'agriculture, c'est le support de la vie en société. Enfin, moi, j'aime les agriculteurs et c'est pas de l'agribashing que je viens de faire. Voilà, écoutez, je pourrais vous parler de tas d'autres choses, mais je vois que j'en suis presque à la fin. Alors, je termine sur l'histoire de la maladie de Lyme ou de Lyme, comme vous prononcerez, la borréliose, dont les cas sont en augmentation en France métropolitaine comme dans le monde entier. Et un certain nombre de travaux en Amérique du Nord ont montré qu'en fait, de façon assez bizarre et inattendue, plus il y a d'espèces de gros mammifères, moins il y a de cas par habitant. Alors, bon, entendons-nous, c'est une corrélation et les deux facteurs pourraient être en fait liés à un troisième qui les expliquerait plus qu'un lien direct entre eux. Mais en réalité, l'histoire s'explique assez simplement. Les tiques se nourrissent sur un petit peu tout, voilà. Souris à pattes blanches, autres invertébrés et humains. Bon. L'histoire, c'est que, en fait, c'est les souris à pattes blanches qui sont les réservoirs. Et quand il y a d'autres vertébrés, la probabilité qu'une tique ait mangé, fait un repas avant de vous piquer vous-même sur une souris à pattes blanches infectée, elle est moindre parce qu'il y a plus de sources de nourriture. Bon. S'il y a moins d'autres vertébrés, les rongeurs prolifèrent, en particulier les souris à pattes blanches. Et donc, les tiques sont plus infectieuses. Et donc, quand vous détruisez de la biodiversité de vertébrés, vous augmentez la quantité de rongeurs et vous augmentez le risque que les humains
soit rendu malade, puisque c'est sur ces rongeurs que s'infectent les tiques. Ça, alors, ce que j'allais dire, c'est assez amusant. C'est assez intéressant parce que finalement, c'est encore la même histoire que tout à l'heure. Quand vous avez de la diversité biologique et quand vous avez des écosystèmes où il y a de multiples acteurs, par exemple des haies en plus des cultures, par exemple une grande diversité génétique des plantes, et ben les maladies se propagent moins. Ben, c'est la même chose là, hein. C'est l'application alors plus directe à la santé et à la transmission d'une maladie vectorielle. Je rappelle que c'est la première maladie vectorielle en Europe, hein, la maladie de Lyme. C'est l'application à la maladie vectorielle de ce principe de dilution et de cette idée qu'il y a des modes de fonction de l'écosystème qui font que les maladies se transmettent moins, même à l'homme. Voilà. Alors, je pense, moi, que c'est une urgence sanitaire de récupérer un lien aux écosystèmes et la compétence écologique dans l'utilisation de la santé. C'est ce que nous promet, malgré une maladie d'expression que je ne pense pas du tout grave, si elle n'était la traduction d'un problème plus grave de l'organisation de nos structures universitaires et de nos mentalités, c'est l'origine. C'est la raison pour laquelle moi je crois à fond à One Health, même donc s'il y a ce petit problème, et je voudrais qu'on le résolve entre nous et qu'on fasse des médecins qui soient aussi des écologues. Après tout, gérer le vivant, c'est gérer des écosystèmes. Et c'est un des combats de la Fédération Biogé que je préside, qui est une fédération donc, qui veut remettre les sciences au service de la société, et notamment dans la formation des plus jeunes, parce que je pense qu'en fait, cette histoire d'écologie, elle est utile aussi aux citoyens qui consomment et qui vont choisir dans leur alimentation ou dans leur type de soins ou dans leur façon de consommer en général, éventuellement des procédés de favoriser de leur choix d'achat, voire au travers de leur vote, de favoriser de leur subvention les modes de gestion des écosystèmes qui sont compatibles avec la santé humaine. Et la Fédération Biogé se bat en particulier pour qu'il y ait plus d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement dans la formation des plus jeunes, pour qu'ils comprennent ces enjeux et qu'ils soient à même d'accompagner, de souhaiter, de vouloir et d'appliquer la médecine que les réunions que vous organisez, messieurs, promeuvent. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et je vais rendre l'antenne à, à Patrick. Alors peut-être quelques mots, peut-être déjà pour vous remercier, parce que vous, s'il y avait une cible à cette conférence, on peut dire que vous l'avez atteinte. Pourquoi ? Si je mentionnais l'Académie vétérinaire, c'est justement parce qu'une discussion avait eu lieu et le fait qu'il y ait déjà eu une première réunion interacadémique qui oublie peut-être un peu ce côté écologie, eh bien il faut savoir que dans cette série de conférences, nous avons un conseil d'administration et justement nos collègues de l'Académie sont représentés et sont demandeurs et par rapport à ce programme, bien sûr, ont tout à fait influé pour que ce sujet soit abordé. Donc, l'écologie n'est pas mise de côté, loin de là. Je voudrais vous rassurer et vous dire au contraire que j'ai l'impression, du moins, avoir répondu ou répondre en ce moment, peut-être insuffisamment, au niveau de la faculté de médecine, pour avoir justement dépassé simplement des croyances, je dirais, pour aboutir à des éléments scientifiques de collègues, en particulier de cette discipline qu'est l'écologie. Voilà un tout petit peu. Donc, pour vous dire que nous entendons le message et nous avons un peu la prétention, du moins j'ai un peu la prétention d'y répondre, d'autant plus que vous avez parmi nous des collègues qui écoutent et dont 2 anciens présidents de l'Académie vétérinaire qui sûrement auront en leur temps, si vous voulez bien, dans la discussion qu'on aura ensuite, et qui sont tout à fait acquis, en quelque sorte, à ce que vous avez dit. Et, au contraire, ce sont 2 présidents qui ont extraordinairement développé ce que nous essayons de faire en ce moment, l'impact étant la faculté de médecine et les chercheurs. Je dirais, puisque je suis moi-même médecin, c'est comme ça que les choses se font, mais certaines expériences ou expérimentations seront faites secondairement. Je vais peut-être, une fois que j'ai dit ça, et vous dire que nous avons entendu le message, j'espère que je ne vous déçois pas. Non, pas du tout. Au contraire, nous sommes parmi vos alliés. Il est important d'écouter maintenant Patrick Giroudou, s'il veut bien prendre la parole.
puisque ces articles que j'ai lus Oui, également montrent bien comment ils déstabilisent cette notion de santé des écosystèmes pour aller d'un mot, d'une locution, euh, à des faits. Vous avez la parole, mon cher Patrick. Eh bien, justement, donc déjà, je vous remercie de cette invitation et surtout de l'honneur qui me fait de succéder à Marc-André Sellos, parce que je suis un fervent admirateur de ses ouvrages qui m'ont converti à la microbiologie. Je ne suis pas microbiologiste. Alors, je suis écologue, hein. Euh, Université de Franche-Comté, prof émérite, ça veut dire que je suis en retraite surtout, mais très investi dans un certain nombre d'organismes, dont le COVARS, qui est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a succédé au conseil scientifique de Delfrécy, de la crise Covid, et qui a pour mission explicite de travailler dans le contexte une seule santé. On en reparlera peut-être. Alors, l'Académie vétérinaire de France, je vais vous en parler tout de suite parce que c'est de là que tout est parti. Mais aussi, je participe à une évaluation en cours à l'IBES qui s'appelle le Nexus Assessment, c'est-à-dire l'examen des liens qui existent entre biodiversité, eau, alimentation et santé, bien sûr dans le contexte du réchauffement climatique. Et c'est une évaluation qui sera rendue, finalisée pour décembre 2024. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Alors on va aller tout de suite dans le sujet, début d'une aventure. En fait, je ne connaissais pas l'Académie vétérinaire que de nom, il y a encore 2 ans seulement. Et il se trouve qu'en juin 2021, elle a adopté une déclaration sur la santé, sur une redéfinition de la santé publique vétérinaire que vous avez sous les yeux, et qui insistait sur le fait que ce qui est comment dire, du ressort de la santé publique et vétérinaire, c'était l'ensemble des actions collectives, principalement régaliennes, en rapport avec les animaux sauvages ou domestiques, leurs services et leur production, entrant notamment dans la chaîne alimentaire qui vise à préserver les santé humaine et animale. Là, on rejoint Marc, hein, y compris l'état de bien-être, ce qui se comprend, et la santé des écosystèmes. Elle contribue au développement durable et à la mise en œuvre du concept d'une seule santé. Alors, à cette époque-là, j'avais été contacté par Patrick Lebel, qui avait contribué à cette définition, je suppose, et qui s'interrogeait sur la notion de santé des écosystèmes. Parce que quelque part, on voyait bien que c'était important, on voyait bien que dans une seule santé, et là je rejoins Marc, ben, il y avait un truc étrange qui était la santé des écosystèmes et qui était finalement pas si bien baptisé que ça, et qu'il fallait définir. Et Patrick Lebal, qui est maintenant décédé, m'avait contacté à l'époque pour essayer d'affiner la définition de santé des écosystèmes. Donc une définition qui aurait pu être opérationnelle. Et là, j'étais pas pris de cours, mais je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on parle de santé des écosystèmes, mais pas seulement sous forme métaphorique, parce qu'il y a des revues. Ecosystem Health and Sustainability, Aquatic Ecosystem Health and Management. Vous avez des livres sur la santé des écosystèmes. Donc j'ai cherché la définition et je ne l'ai pas trouvée. Et pour les raisons qui ont été évoquées par Marc-André, c'est que c'est extrêmement difficile de donner une définition de santé des écosystèmes à l'instar des santé humaines ou animales. Alors, il y a des définitions quand même qui traînent, mais qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'elles se réfèrent toujours à des normes, à des références de fonctionnement. Mais des normes, des références de fonctionnement, il faut qu'elles soient définies. Des normes de bonne santé chez l'homme, c'est déjà pas facile, mais sur un écosystème, c'est très compliqué. Alors, je vais essayer de vous emmener quand même progressivement sur une réflexion sur cette notion-là, parce qu'elle nous est pratiquement obligée, même si nous, écologues, on n'est pas à l'aise avec ça. Tout simplement parce qu'en 2022 a été produit par un panel d'experts qu'on appelle le One Health High Level Expert Panel de l'OMS, mais pas que de l'OMS. En fait, c'est une organisation conjointe OMS, OMSA, FAO et puis plus tardivement Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a amené cette définition. Et donc, je n'aurais. Bon, ces diapos-là sont un peu pénibles, on ne va pas en rester là, mais il faut qu'on la digère, celle-là. La définition de One Health, celle qui est reconnue au niveau onusien et au niveau des États, pour le moment, c'est celle-ci, elle a été validée, je vous l'expliquerai après. C'est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. C'est choquant, parce que équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, ça suppose déjà qu'on a défini la santé des écosystèmes, ce qui n'est pas évident. Mais en même temps, on entrevoit, et ça c'est peut-être dur à entendre pour un médecin ou pour un vétérinaire, que des compromis seraient à faire entre les différentes santé. Et je vous laisse à réfléchir là-dessus. Elle ressouligne
aussi que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large est étroitement liée et interdépendante. Ça, Marc l'a parfaitement illustré. Mais à nouveau, vous voyez qu'il y a la notion d'écosystème qui vient là. Et dans le troisième alinéa, bon là, c'est un appel à la pluridisciplinarité, on retrouve la santé et les écosystèmes. Donc, on a une invocation perpétuelle de cette notion d'écosystème par je dirais des univers qui n'en sont pas finalement très familiers. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous. Ça, c'est le schéma général hein, qui nous montre déjà. Vous voyez que dans le triptyque une seule santé, on a trois cercles, pardon, normalement. Celui de la santé des écosystèmes, de la santé animale, des santé humaines, plus ou moins interséquents. Mais on peut imaginer qu'on peut en dilater sans gêner l'autre. Dans la représentation qui est là, vous voyez qu'il y en a un qui contraint l'autre. C'est-à-dire que si on en dilate un, on va réduire l'autre. Il y a cette idée quelque part qu'il y aura des compromis à trouver. Alors, pour vous dire que maintenant, le 27 mars 2023, on a eu ce qu'on appelle la quadripartite qui a signé cette déclaration sur One Health et qui va servir de guideline, de ligne de guide dans pas mal de politiques nationales. Et vous savez maintenant, dans les plans nationaux santé-environnement, on décline One Health à toutes les sauces. Il y a de la demande en formation One Health partout. Il y a un institut One Health qui va être créé, s'il n'est déjà, dans la région lyonnaise pour former les hauts fonctionnaires à ce concept. Donc, on est sur quelque chose qui est à la mode. Alors, ce qui est à la mode n'est pas forcément toujours pertinent. Je pense que c'est pertinent parce que ça va nous amener ailleurs. On va expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? On va quand même repasser là-dessus une seconde. C'est que Marc-André a raison de le dire, c'est pas un organisme. C'est fait d'organismes. Maintenant, il y a des propriétés globales qui en émergent. Et il y a deux fonctions, à mon avis, qu'il faut bien cibler pour comprendre comment ça fonctionne. C'est l'autotrophie, c'est-à-dire la capacité qu'on a de partir de sels minéraux et de gaz comme le gaz carbonique pour faire de la matière organique. Bon, c'est en gros les plantes vertes. Il n'y a pas que les plantes vertes, mais c'est en gros. Et l'hétérotrophie, qui est la capacité qu'on a à utiliser cette matière organique pour se procurer de l'énergie et des briques du vivant, sa propre matière en quelque sorte à fabriquer, toute en résultat final en minéralisant tout ça. Et ces sels minéraux, ils sont très importants parce qu'ils permettent justement l'autotrophie. Donc, on a une compensation entre hétérotrophie et autotrophie. Un écosystème qui fonctionne de façon satisfaisante équilibre les deux fonctions. Alors, ça se passe pas toujours comme ça. La forêt carbonifère nous montre qu'il y a des écosystèmes qui, à un moment donné, n'ont pas pu réaliser totalement l'hétérotrophie, donc ont accumulé la matière organique. Mais globalement, ça fonctionne comme ça. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est quel est l'état de la Terre à l'heure actuelle, de notre planète. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est que notre monde? Un groupe de scientifiques qui a fait paraître son estimation dans les PNAS montre qu'en gros, 83% de la biomasse terrestre, c'est des plantes vertes. Donc la Terre, c'est des plantes vertes, à 83%. Après, vous avez les petits triangles colorés que vous avez à gauche, archées, virus, bactéries, protistes et fonges, c'est-à-dire les champignons. Ça, c'est 17%. En gros, la Terre, c'est des plantes et des micro-organismes. Ça va faire plaisir à Marc, mais c'est lui qui me l'a appris. Mais j'ai la confirmation avec, avec ces estimations de biomasse. Nous, les animaux, on est le petit triangle gris en bas à droite. Bon, ça rend modeste. Donc, nous, notre fonctionnement dépend quand même largement du bon fonctionnement du reste. Et ça, c'est important de le savoir pour des médecins, par exemple. On a des centaines de milliers, des millions d'espèces de bactéries, enfin de micro-organismes, bactéries et virus. Là-dessus, vous en avez à peu près 2000, un peu plus de 2000 qui sont connus pour être pathogènes pour l'homme. Autrement dit, le monde microbien, c'est un monde qui fait fonctionner les écosystèmes plus qu'il n'apporte de pathogènes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête pour le comprendre. Alors, le petit triangle, on l'explose, hein, on zoome dessus. Les animaux, vous voyez qu'en gros, l'essentiel, c'est des arthropodes, donc insectes, crustacés, araignées, etc. Des poissons, et on va se concentrer sur les mammifères, c'est-à-dire le bout qui est un peu mauve en bas à droite. Mammifères sauvages, 4%. Les humains, 36%. Les mammifères domestiques, 60%. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce pool génétique qui nous ressemble, puisqu'on est tous des mammifères ici, 6450 espèces, en gros, se partagent 4% de la biomasse, et 38 espèces, dont la nôtre, plus nos animaux domestiques, se partagent le reste. Donc on a déjà une biodiversité qui est extrêmement transformée par rapport à ce que la Terre était il y a quelques dizaines de milliers d'années, où finalement la biomasse humaine et celle de ces animaux domestiques est considérable. Bon,
Et puis, bon, pour en remettre une cerise sur le gâteau, 71% des oiseaux, c'est des poulets d'élevage, j'entends. Hein. Donc, on a un univers, une biomasse d'animaux qui est extrêmement déjà façonnée par l'empreinte écologique de l'homme. La biodiversité, alors excusez-moi aussi, bon Marc, là, c'est des choses que tu connais par cœur, mais dans la mesure où effectivement dans le monde médical et le monde vétérinaire, on n'est pas tellement familiarisé de ça, je reviens là-dessus. Souvent la biodiversité, on la voit comme une liste d'espèces. En fait, c'est bien plus que ça. Bien sûr qu'il y a une liste d'espèces, mais vous avez aussi des populations dans chaque espèce qui sont génétiquement différentes. Dans les populations, vous avez des individus qui sont génétiquement différents. Et vous avez aussi des écosystèmes dans cet ensemble-là qui sont différents dans un espace donné, dans un paysage donné. Et tout ça, c'est traversé par des poules de gènes et par des processus qui les mettent en place et qui les sélectionnent. Ça, c'est l'évolution darwinienne. Et ce qui est important dans la biodiversité, c'est plus les processus et les gènes que ces niveaux de description qui sont statiques. Il faut voir ça comme une espèce d'élan dynamique d'un fleuve qui change sans arrêt dans sa fréquence de gènes, dans les processus qui le régulent, etc., au cours du temps. Et c'est ça la biodiversité, et c'est ce qui rend son étude assez difficile, y compris pour les spécialistes et les écologues. C'est pas si simple. On n'est pas en train de faire des listes d'espèces. Les listes d'espèces, c'est l'état des lieux à un moment donné de processus sous-jacents. Alors, pour me faire comprendre, ce qui est souvent difficile à comprendre, c'est pourquoi l'altération de la biodiversité est une question cruciale et a de lourdes conséquences. Marc nous a expliqué plein de choses. Je vais en rajouter une couche, mais avec des choses peut-être un peu plus simples et peut-être trop générales, mais juste pour fixer des idées. Mes petits poissons, ça peut être des écosystèmes, ça peut être des espèces, ça peut être des populations, ça peut être des individus, c'est ce que vous voulez d'un état donné. S'ils ont des couleurs différentes, ça veut dire qu'ils sont très différents, génétiquement ou dans leur manière de fonctionner. Alors imaginons qu'on abaisse la diversité de ce système-là. Je supprime le violet, le vert et le jaune. Il ne va pas se passer grand-chose parce que les écosystèmes sont des systèmes qui s'autorégulent assez largement. Donc simplement, comme il y a moins de consommateurs, peut-être qu'il y aura plus de producteurs primaires pendant un temps. Bon, jusque-là, vous allez me dire, on n'en a rien à faire. Puis ce qui va se passer très certainement, c'est que comme c'est des systèmes qui sont thermodynamiquement équilibrés, à un moment donné, une espèce, opportuniste en général, va pouvoir se multiplier du fait de la vacance de niche qui apparaît du fait de la disparition des trois autres espèces. On va revenir à une production primaire à peu près initiale, et puis on aura ce système-là, appauvri en espèces, mais qui va fonctionner. La première remarque qu'il faut faire, c'est que ça, c'est irréversible. C'est-à-dire que les espèces qu'on a fait disparaître, on ne peut pas les faire réapparaître. Ou alors, enfin non, on ne peut pas les faire réapparaître en tant que telles. Et si de nouvelles espèces apparaissent, ça sera au bout de milliers, voire de centaines de milliers d'années. Je ne parle pas de bactéries là. Hein. Bon. Donc, on est dans un système qui est irréversible. Ça, c'est une grosse différence avec le réchauffement climatique. Vous émettez du CO2, vous émettez du méthane. Dans 500, dans 1000 ans, si on arrêtait les émissions, ça sera réabsorbé, plus ou moins. Bon. En biodiversité, non. Ce qui est perdu à jamais. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas trop grave, ça fonctionne. Alors, je vais vous mettre dans la situation où on est dans un système qui est faiblement diversifié. Imaginez une bactérie auquel l'espèce rouge là, est sensible. Ben, si vous voulez cette bactérie-là, vous la mettez là, poum, le système devient très instable, très vulnérable à cette bactérie. Si vous avez un système qui est très diversifié, ben, cette bactérie-là, elle va avoir du mal parce que le contact entre deux poissons rouges, entre deux populations rouges, n'est pas évident. Et du coup, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus résistant. Donc la biodiversité, ça veut dire résistance. Et Marc nous l'a parfaitement illustré avec son champ de riz. Hein. Une diversité génétique dans un champ, ben, ça donne beaucoup plus de résistance à l'agresseur. Dans ce cas-là, c'était une rouille, si je me souviens bien. Et ça, c'est prouvé. Alors, Marc a parlé de l'effet de dilution. Il a été un peu galvaudé, cet effet de dilution, parce que de temps en temps, la biodiversité peut nous donner aussi des effets d'amplification si on a des microbes opportunistes. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne va pas se compliquer la vie. Hein. Autre exemple qui tient qui montre quelle est l'importance de la biodiversité, c'est la redondance de fonctions. C'est-à-dire dans un écosystème, vous avez plein de bactéries, par exemple, qui sont capables de réaliser, de bactéries et d'autres micro-organismes qui sont capables de réaliser une fonction essentielle qui est la minéralisation de la matière organique. Si ça, c'est pas fait, au printemps suivant, il n'y aura pas de sels minéraux pour les végétaux, le système se bloque. Bon. Dans un sol normal, vous avez des milliers d'espèces de bactéries. Pour simplifier, j'en ai fait 3 espèces. Bon, mais ces espèces n'ont pas les mêmes optimums écologiques. Il y en a peut-être une qui résiste bien à l'humidité, l'autre qui va bien résister à la sécheresse, puis une troisième espèce qui va résister à des humidités intermédiaires.
Si dans un système comme ça, vous avez une sécheresse qui arrive, ben, en gros, celles qui sont bonnes à la sécheresse vont se proliférer, les autres, ben, elles seront peut-être un peu quiescentes, mais le boulot, il sera fait. La minéralisation va se réaliser. Si vous avez un système à une espèce, je schématise à l'extrême, et que cette espèce, elle nécessite des humidités intermédiaires, vous avez une sécheresse qui arrive, le système, il se bloque. Donc, la biodiversité, c'est une forme de redondance aussi en espèces, donc de résistance de l'écosystème et de résilience, capacité à revenir à sa capacité initiale en cas de perturbation. Alors, vous allez me dire, bon, bah oui, mais d'accord, c'est bien joli, c'est de la théorie. Le problème avec la biodiversité, c'est un problème aussi de système compliqué, parce que vous avez des centaines de milliers d'espèces et des millions de relations entre ces espèces dans un seul écosystème. Alors, comment le penser? On peut le penser par analogie, parce que c'est trop compliqué de vous donner des exemples. Prenez la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est un gros assemblage de ferraille vissé par des boulons avec des segments de fer. Bon, si j'enlève un boulon sur la tour Eiffel, je suis persuadé qu'il ne se passera rien du tout. 2 boulons, 3 boulons, 4 boulons, peut-être même 1000 boulons, si on les enlève au hasard, c'est bien fait, la tour Eiffel, il ne se passera rien. Sauf qu'au 1001e boulon, il y aura peut-être malheureusement un coup de vent, et là, on aura le tas de ferraille qui va arriver. Ou même, sans parler du coup de vent, 1001, 1500, 1501, le boulon qu'il ne fallait pas enlever. Eh bien, pour la biodiversité, c'est un peu pareil. Cette redondance qui est une garantie de résistance, je peux toujours enlever une espèce. Vous verrez rien se passer. En général, pas toujours. Mais bon, le plupart du temps, on voit rien. Sauf qu'à force d'en enlever, on va vulnérabiliser le système et le rendre très sensible à la bascule qu'il va subir peu après. Et la bascule ne nous emmène pas forcément sur un autre système souhaitable pour l'homme en tout cas. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, on peut s'en convaincre en comparant un agrosystème conventionnel à une forêt, par exemple. Si vous avez un agrosystème, Marc nous l'a bien expliqué, c'est un système, en fait, un agrosystème est un écosystème, mais très simplifié. Vous avez une espèce, souvent clonale d'ailleurs, hein, ou qu'il s'agisse d'animal ou de végétal. Ces systèmes-là, ils produisent, mais ils produisent parce qu'on apporte des engrais, parce qu'on apporte des pesticides, parce que c'est des systèmes instables. On est vulnérable à la moindre perturbation, à la moindre sécheresse ou à la moindre humidité. On n'a pas du tout ce problème-là avec des systèmes plus complexes, une forêt par exemple, ou le plateau jurassien où vous avez des mosaïques d'habitat, ou un système en permaculture comme en bas à droite, parce que là, cette complexité-là est une garantie de résistance, hein. Et donc, la performance va à l'opposé ici de la résistance et de la résilience. Or, pour le moment, pour des raisons économiques, on cherche plutôt la performance, c'est-à-dire la production à tout craint, parce que l'énergie est pas chère, parce que les engrais sont encore pas assez chers, etc., et parce que les pesticides ne coûtent pas assez cher non plus. Mais du coup, on le fait au détriment, on crée des systèmes qui sont très vulnérables, que sont les systèmes agricoles conventionnels. Alors, vous allez me dire, la biodiversité, c'est magnifique, vous faites l'apologie de la biodiversité. Non, il faut quand même se méfier, hein. Vivre avec la faune sauvage, c'est pas simple. On sait, par exemple, que pour le réchauffement climatique, on aura à reverdir nos villes, ce qui est absolument nécessaire. Pour en diminuer la température, mais le reverdissement qui va dans le sens d'une biodiversité plus grande en ville, c'est aussi une plus grande biodiversité en animaux qui sont pas forcément faciles à fréquenter. Alors les renards, ça va encore. Bon, ils peuvent porter des maladies. Les sangliers à Rome, c'est devenu très problématique. Et vous avez les moustiques qui, si le verdissement est mal géré, comme le moustique tigre, bon, on en parle beaucoup maintenant, mais il y a d'autres espèces de moustiques, peuvent porter des maladies type dengue, chikungunya et autres West Nile. Enfin, on n'a pas, c'est des meilleurs, hein. Donc, on a bien comment dire, à réfléchir cette relation à la biodiversité. Alors, on va essayer je vais essayer d'accélérer maintenant que les bases sont posées. Et là, je reprends ce que disait Marc, c'est-à-dire que la santé, si on veut sa définition, à l'OMS, pour la santé humaine, c'est un état complet de bien-être physique et mental. Bon, ça veut dire que quelque part, il faut demander à la personne si elle est en bonne santé. Si elle répond oui, elle est en bonne santé. Quelque part, c'est un peu ça. Mais la définition opérationnelle n'est pas évidente. Pour l'OMSA, c'est encore plus compliqué, la santé animale, puisque c'est très difficile d'interroger les animaux, ils ne répondent pas, enfin, pas avec des paroles en tout cas. Et là, on élude, on tourne autour du pot, même s'il y a bien une organisation mondiale de la santé animale. Alors, j'essaie de faire une comparaison, parce que quelque part, on sent bien que, vu les altérations qui ont été évoquées par Marc, on a besoin de médecins d'écosystème d'une certaine manière, hein. Et donc, j'essaie de faire un parallèle entre la médecine classique, c'est-à-dire humaine ou vétérinaire, comment elle évalue la santé. Bon, on a la notion d'homéostasie, d'équilibre, de stabilité, on a des constantes métaboliques, des normes, des symptômes.
on a des capacités qui peuvent être invalidées ou non, donc c'est des normes et des symptômes aussi. Côté écosystème, on pourrait aller aussi par là, parce que finalement, on peut définir la robustesse d'un écosystème, on peut définir sa capacité à résister aux perturbations. L'équilibre, c'est une notion que j'aime pas, parce que c'est toujours des équilibres dynamiques. Puis une stabilité, là aussi, j'aime pas, c'est une stabilité apparente à l'échelle humaine, mais en général, les écosystèmes, on le verra tout de suite, c'est des trajectoires. On pourrait avoir des constantes métaboliques, production, etc. On pourrait définir des services, on ne se gêne pas pour le faire. Donc il y a une certaine parallèle qui pourrait être établie. Mais on a quand même des objets qui sont différents parce que justement les écosystèmes ne sont pas des organismes. Un pédiatre, c'est pas un médecin généraliste. Il y a l'ontogénèse qui est derrière. Il y a la croissance qu'il faut gérer. Il y a le handicap qu'il faut gérer. Bon, dans l'écosystème, il y a des successions écologiques. Vous allez voir ce que c'est. C'est pas si évident que ça à gérer. On a la notion d'évolution darwinienne, c'est-à-dire qu'on est traversé dans un écosystème par des processus évolutifs. Marc l'a bien souligné. Et on a des modifications durables qui ne sont pas forcément des altérations. Alors, beaucoup de gens se sont attaqués à cette notion de santé des écosystèmes et un des principaux à l'avoir fait, c'est un économiste de l'environnement qui s'appelle Costanza et qui a essayé de définir ce qu'était la santé d'un écosystème. Un système écologique est sain et exempt du syndrome de détresse s'il est stable et durable, c'est-à-dire s'il est actif et maintient son organisation et son autonomie dans le temps et s'il est résilient au stress. Alors j'essaie de réfléchir à ça. Et il ajoute qu'un écosystème en bonne santé doit fournir durablement une série de services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas dans le vocabulaire habituel de la médecine. Les services écosystémiques, c'est tout ce que peut apporter un écosystème en termes de services, comme on le dit, mais vous voyez que c'est très anthropocentré. Vous voyez le graphe que je donne là, on parle d'inspiration, d'identité, d'éducation, de religion même. On pourrait parler de spiritualité plutôt que de religion, de loisirs, de climat, de microclimat, etc. Puis il y a tous les services qui sont rendus pour s'auto-entretenir, pour faire que l'écosystème existe lui-même. Et ça se fait à des échelles qui sont très variées, donc c'est une notion assez compliquée qui vient d'un économiste qui voulait valoriser au sens économique du terme, par exemple, ce que pourrait apporter une forêt en bordure de rivière par rapport à la dénitrification. Mais il n'y a aucune mention explicite de l'évolution darwinienne, et ça me posait problème. Et puis, il y a un anthropocentrisme qui est absolument total dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne voit l'écosystème que pour ce qu'il, in fine, il apporte à l'humaine. Puis un autre problème qui vient là derrière, c'est qu'un système en bonne santé, un écosystème en bonne santé, ce serait un système durable qui survit pendant une période donnée non infinie. Alors, une période donnée non infinie, ça me gêne un peu parce qu'on peut remonter à 4 milliards on a d'années en arrière, on a une succession d'écosystèmes et d'organismes, pratiquement 99% des organismes qui sont apparus sur Terre sont disparus, des espèces qui sont apparues sur Terre sont disparues, et donc on a un continuum dans le temps qui empêche pratiquement de donner une référence sur la durée. C'est-à-dire, quelle est la durée? Bon. Et puis, un autre phénomène qui se passe quand on traite d'écosystèmes, c'est qu'on a souvent ce qu'on appelle le phénomène de succession écologique. C'est-à-dire que si vous laissez un rocher nu, il va se garnir petit à petit de mousse, de cyanophyte, qui va faire un premier niveau de sol très rustique sur lequel pourront s'accrocher des herbes qui pourront affiner et épaissir le sol. Il y aura des arbrisseaux qui se mettront jusqu'à, sous nos latitudes, une forêt climatique. Mais ça, c'est perturbé par des feux de forêt, c'est perturbé par des orages, pas forcément par l'action humaine. Et on aura ce qu'on appelle les successions secondaires, c'est-à-dire que si je coupe de l'arbre ou si une forêt est brûlée, on revient aux communautés pionnières et ça recommence. C'est pas du dysfonctionnement, c'est le fonctionnement normal des écosystèmes. Et à chaque stade, on peut dire que l'écosystème est en bonne santé, au sens où il fait le boulot. Puis on a un problème dans le temps, c'est que si je regarde par exemple ma région, le Jura, vous voyez, Pontarlier est vu dans une peinture du 19e siècle, pratiquement toutes les pentes sont déforestées, tout simplement parce que c'était une époque de polyculture-élevage où la partie élevage était rejetée sur la montagne, dans les pâturages en quelque sorte, et la forêt était réduite à sa plus simple expression parce que le bois était important à exploiter comme source de combustible. Vous voyez Pontarlier maintenant, la forêt arrive dans la vallée, les vallées ont été transformées en prairies permanentes, il n'y a plus de polyculture, et puis l'urbanisation est ce qu'elle est. Donc on a deux systèmes qui sont différents. Est-ce qu'il y en a un qui est en bonne santé et l'autre en mauvaise santé? Je suis incapable de le dire, ça n'a pas de sens de le poser sous cet angle-là. On a aussi un autre problème dès lors qu'on va vouloir des références temporelles,
c'est celui de l'amnésie environnementale. C'est-à-dire que c'est une question qui a été pointée par Pauly à propos des pêcheries de l'Atlantique Nord, où il s'est aperçu que finalement les références qui étaient données comme étant des références de production de l'écosystème marin étaient simplement les références de la génération précédente. C'est-à-dire que quand on a un écosystème qui est en train de se dégrader progressivement, il fait une échelle de temps longue qui dépasse l'échelle de temps humaine. Ce qui fait que la mémoire de bon fonctionnement, c'est la mémoire du début de carrière qui fait référence. Mais cette mémoire de début de carrière peut être déjà une dégradation par rapport à quelque chose qui n'a pas été mémorisé par la génération antérieure. Et cette dégradation progressive des écosystèmes, on s'y habitue. Et donc la référence de bon fonctionnement ou de référence, on ne la connaît pas. Est-ce que je dois remonter à l'époque où il y avait des aurochs dans les forêts françaises? Bon. Donc difficile d'avoir une référence dynamique, difficile d'avoir une projection dans l'espace. On va avoir des écosystèmes qui vont subir des réchauffements. Qu'est-ce que sera la bonne santé de ces écosystèmes dans ce cas-là? Est-ce que ça sera des écosystèmes qui vont s'adapter ou qui ne vont pas s'adapter? Est-ce qu'on est en bonne santé parce qu'on s'adapte? Bon, c'est un problème qui est sans fin. Donc, on a à gérer quelque chose qui est extrêmement mobile. Donc, vous voyez sur ce schéma, avec des gènes hérités et mutants qui varient, une population qui évolue, des communautés, c'est-à-dire des ensembles d'espèces dans un endroit donné, des ensembles de populations en fait qui évoluent et des écosystèmes qui évoluent aussi. Mais ce qu'on sait, et c'est ce que je vous ai dit avant, c'est qu'à travers cette mobilité, les biodiversités élevées donnent des capacités évolutives élevées, c'est-à-dire une possibilité darwinienne d'évolution importante, et en même temps une capacité de robustesse et de résilience du système importante, avec d'énormes problèmes de temps. C'est-à-dire le temps des organismes n'est pas le même pour tous les organismes. Le temps court, c'est celui des processus de l'écosystème qui assure sa durabilité et son identité à plusieurs niveaux pertinents d'organisation du vivant, génétique, populationnelle, communautaire, mais ça peut être la crue saisonnière. Ça peut être les variations saisonnières. Si j'ai pas de variations saisonnières, j'aurai pas forcément de germination. Ça, c'est à prendre en compte. En même temps, le temps court, c'est celui du monde bactérien ou des micro-organismes qui ont des capacités de mutation très importantes. Entre Lucie, l'Australopithèque et nous, on a 160 000 générations à peu près. 160 000 générations pour une bactérie, c'est 10 ans. Ça veut dire que le potentiel évolutif d'une bactérie, enfin, d'une population bactérienne, en 10 ans est pratiquement le même que nous en 3 millions d'années, nous, organismes dits évolués. Et je ne parle pas du fait que l'effectif des populations est incommensurablement différent. Nous, on est à 8 milliards d'habitants, 8 milliards de cellules bactériennes, c'est que dalle. Hein. Vous avez vu les chiffres qu'avançait Marc-André, c'est des milliards, des millions ou des dizaines de milliards pour un seul organisme, pas à l'échelle de la planète. Le moyen terme, c'est la question des successions écologiques, la diversité des écosystèmes qui se succèdent normalement dans le temps. Puis le long terme, c'est celui de l'évolution darwinienne. Et toutes ces échelles de temps-là doivent être prises en compte. Et vous voyez que là, quand on va parler de santé, on aura une vraie difficulté. Alors j'ai quand même essayé de tenter de raccrocher quelque chose aux branches, parce que on voit bien quand même qu'on peut constater des altérations. Marc nous les a montrées. Et que finalement deux écosystèmes qui comptent, disons, le même nombre d'espèces, sont pas forcément les deux dans la même bonne santé ou mauvaise santé. C'est-à-dire que finalement, il faut peut-être qu'on arrive à comparer un réalisé par rapport à un potentiel. Une forêt équatoriale qu'on irait visiter et qui ne compterait plus que 10 espèces d'arbres, elle serait en très mauvaise santé. Hein. On est à plusieurs centaines d'espèces d'arbres par hectare, c'est colossal. Hein. Bon. Par contre, un désert qui contiendrait une dizaine d'espèces d'arbres, lui, il sera en bonne santé parce qu'il serait probablement au maximum de son potentiel sur une surface donnée. Donc, quelque part, on peut quand même peut-être essayer de calibrer ces choses-là. Et se posera à ce moment-là la question du diagnostic, mais ça, c'est tout le problème de l'ingénierie écologique dans des systèmes qui ont été altérés. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer une éco-épidémiologie qui se rapporte justement à ces constats de différence entre une santé potentielle, enfin un fonctionnement potentiel et un fonctionnement réalisé? Bon, la question reste entière, j'ai plus ou moins réfléchi, mais mal, dans cet ouvrage-là, mais je ne suis pas content de la réflexion sous cet axe-là. Sous d'autres axes, ça va mieux. Voilà. Alors, je vais conclure là-dessus. Hein. Simplement, ce qu'on voit bien maintenant, c'est que même si les mots sont
pas très juste, et Marc a raison de le souligner, on a de plus en plus conscience que quelque part, il y a une interdépendance entre les organismes, entre l'humain et le non-humain, que si on agit pour se débarrasser des moustiques, à un moment donné, on va se retrouver avec des problèmes de peste agricole parce qu'on aura tué des auxiliaires. On va se retrouver avec des problèmes de santé humaine parce que directement, certains pesticides sont nocifs pour la santé. Puis si on a une entrée écologique pour se débarrasser des moustiques en disant on assèche les marais, ben, ça peut poser aussi d'autres problèmes, notamment agricoles et notamment j'allais dire ethnique, mais c'est plus qu'ethnique, c'est-à-dire on va déstabiliser des populations qui vivaient très bien dans ces milieux-là. Donc cette interdépendance, on voit bien qu'elle nous oblige à un décloisonnement. C'est-à-dire qu'au niveau régional, les directions de l'alimentation, de l'agriculture doivent parler aux ARS, doivent parler aux DREAL. Bon, et ça, c'est pas coutumier parce que justement, tout est cloisonné. Et c'est ça que le concept de One Health va nous aider probablement à décloisonner d'un pas. Et là, je fais le même constat que Marc. Vous voyez que je fais clignoter le côté de la médecine et de l'ingénierie écologique. One Health, c'est pas simplement le dialogue entre médecins et vétérinaires, c'est un dialogue aussi avec les écologues. Alors, bon, là, je suis bien placé en gros pour savoir que les gens sont ouverts, de plus en plus ouverts, puisque j'ai été accueilli à l'Académie vétérinaire avec cette valence d'écologue, justement, parce que je ne suis pas vétérinaire, hein, je fais partie des 15% de gens qui peuvent être accueillis sans être de la profession. Donc on voit bien que les choses bougent, hein, mais il faut qu'elles bougent vite parce que l'enjeu écologique est colossal. Je vous passe la définition, elle n'a qu'un intérêt mineur, vous la retrouverez facilement dans celle-là. C'est une définition que j'ai proposée avec Patrick Lebel, on y a réfléchi ensemble. J'ai fini comment dire, par l'affiner parce que malheureusement il est décédé entre-temps. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai essayé de rendre compte de tout ce que je vous ai raconté avant dans cette définition. Voilà. Alors la seule discussion qui vaut maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein. C'est-à-dire qu'on a franchi, me semble-t-il, une étape. Les gens se parlent plus facilement. On est face, et là je rejoins aussi une fois de plus Marc en disant on est affronté à une véritable illittératie biologique dans la population, et pas que dans la population, c'est-à-dire que euh, je vois même dans les études, le problème est celui des études conjointes. Les études médicales classiques ne préparent pas à raisonner comme ça. Les études de l'écologue ne le préparent pas à aborder des problèmes de santé humaine et animale. Et les études de vétérinaires actuellement sont très centrées sur le soin, beaucoup moins sur le préventif, même si la composante y est plus développée qu'en médecine humaine. Et là aussi, on a besoin, à mon avis, de former nos étudiants, écologues, vétérinaires et médecins, avec des sortes de troncs communs qui les acculturent suffisamment pour qu'ils puissent se parler. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. En tout cas, merci, parce que et l'un et l'autre, vous avez complètement été dans la cible, puisque vous l'avez bien compris, en particulier cette fameuse définition qui était justement une des définitions qui était élaborée au niveau de l'Académie vétérinaire, a justement suscité cette question que nous traitons aujourd'hui sur la santé des écosystèmes de manière peut-être d'argumenter plus scientifiquement une notion qui n'est peut-être pas obligatoirement bien ajustée. Et là, visiblement, vous avez montré comment il fallait fonctionner. J'ai cru comprendre que le professeur Yorgos Remnikos était là. J'aurais aimé éventuellement qu'il prenne la parole. J'ai vu qu'au début, il est avec nous, puisqu'il... Oui, je suis bien là, mais je suis silencieux parce que j'apprécie surtout, j'apprends, et puis je dois particulièrement féliciter les deux présentations pour leur qualité de l'image, de nous amener, de susciter notre imagination. Bon, question juste un mot pour dire que bien sûr le cas a été cité. L'interrogation, c'est comment peut-on et jusqu'où irait-on dans la prise de perspective non anthropocentrée? Et qu'est-ce que ceci changerait? En tout cas, Yorgos, puisque tout ce que nous faisons là se fait avec non seulement l'acceptation, mais en plus la volonté des doyens
en particulier notre doyen de médecine. Il faut peut-être éventuellement voir comment, de quelle manière, c'est ce que nous sommes en train de faire là avec de telles vidéos, que les étudiants de médecine et même les chercheurs soient amenés à revérifier les croyances qui sont les leurs, et peut-être avec cette vision ouverte et de telles interventions, peut-être réfléchir à ce qu'ils sont amenés à proposer à leurs étudiants. J'ai vu que Jean-Pierre Gégou était là, ainsi qu'André Gestin. L'un ou l'autre voudrait-il prendre la parole en tant qu'ancien président de l'Académie, et l'un et l'autre, qui ont beaucoup développé pour que justement cette vision One Health se développe, même si elle n'est pas complètement achevée. Oui, Jean-Pierre va prendre la parole s'il a quelque chose à dire. Jean-Pierre. Alors, Je lève le micro. Bah oui, moi aussi j'ai apprécié les présentations de Marc-André Sellos et de Patrick Rodoux. c'est Jean-Pierre Gégou, là. Très bien. Ouais. Ce qui m'intéresserait de savoir, en fait, il y a les médecins sont présents, les vétérinaires sont présents, mais il y a un grand absent ou des grands absents, ce sont les agronomes. Parce que je ne sais pas si l'écologie recouvre complètement l'agriculture, mais en fait, ce sont eux qui ont peut-être davantage d'expérience sur les nuisances apportées. Je ne veux pas comment les montrer du doigt, mais ils ont une grande expérience sur les conséquences de certaines interventions physiques ou chimiques sur l'environnement. Et ce serait surprenant qu'ils puissent pas, eux, en tirer en fait certaines idées intéressantes sur les risques de détérioration des écosystèmes. Jean-Pierre, je me permets de te rassurer, il y a d'autres conférences auxquelles, bien entendu, on fait venir nos collègues agronomes, bien entendu, ingénieurs agronomes. Ce qu'il y a, c'est qu'il est difficile d'aborder un thème, de vouloir, même si on travaille en interdisciplinarité, il est très difficile, si on veut laisser le temps d'exposition. Bien sûr, tout ceci sera repris par ailleurs, complété, discuté. On voit bien qu'on est sur des sujets très complexes qui méritent justement la discussion entre différents savoirs. C'est ce que nous faisons. J'ai vu André Gestin. André Gestin voulait intervenir, je suppose. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Christian, bonsoir Patrick et bonsoir Monsieur Marc-André Sellos. C'est avec plaisir que j'ai suivi donc vos deux conférences qui sont vraiment très intéressantes. J'avoue que je suis attentif et sensible aux propos que vous avez tenus. Moi, je voudrais revenir maintenant sur une question sur un point que vous avez soulevé tous les deux. L'environnement, la biodiversité, moi j'appellerais environnement. Euh, de façon très opérationnelle, je me suis retrouvé entre 2002 et 2012 à travailler dans une dynamique med-vet. Donc, vous avez compris, l'interface homme-animal, prise en charge par des instituts de recherche publique, médicale et vétérinaire. Et la Commission européenne, de ce qu'il s'agissait de projets européens, a souhaité donc poursuivre euh, ces programmes d'activité à une condition, c'est que la valence environnementale soit prise en compte. Nous sommes partis, je dirais, enthousiastes, et en fait, on s'est heurté à une difficulté, c'est que la communauté dite, je dirais, écologue ou environnementale, elle est, euh, elle est éclatée, elle est atomisée. Au niveau européen, nous avions nos repères avec les représentants régionaux de l'OMS et de la FAO et de l'OIE. Nous avions surtout les agences CDC, EFSA, et puis on a cherché l'agence EEA, c'est-à-dire European Environment Agency, sans réponse. Nous avons recherché au niveau international et, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, la quadripartite relativement récente a, je dirais, permis de
d'intégrer dans la tripartite pour le programme One Health le PNUE. Juste au passage, il s'agit d'un programme, non pas d'une institution ou d'un organisme ou d'une entité à part entière. C'est un programme dans les Nations Unies. Donc là aussi, c'est assez illustratif de l'importance relative de l'environnement dans les grandes institutions. Tout ça pour dire qu'en fait, la communauté scientifique qui est en charge de l'environnement et de la biodiversité se révèle être atomisée, se révèle avoir, je dirais, un manque de structures porteuses ou représentatives qui pourraient être saisies pour monter des projets ou pour avoir des interlocuteurs de choix. Vous avez évoqué tout à l'heure des options, des solutions, de modifier des structures, modifier l'enseignement, modifier les structures universitaires. Qu'est-ce que vous voyez comme mesure d'urgence à prendre pour que cette communauté soit, entre guillemets, organisée un peu comme l'est la communauté médicale ou la communauté vétérinaire? Merci. Marc, je pense que tu étais mieux. Enfin, je peux répondre, mais à mon avis, tu es bien plus immergé sur ce genre de questions que moi. Ouais. Bon, alors déjà, sur la question précédente, je dirais que les agronomes, c'est bien, mais ce qu'il nous faut, c'est les générations d'agronomes qui prennent en charge l'écologie comme un moyen d'agir, hein. C'est l'agroécologie, c'est les haies, c'est les cultures mixtes, c'est les cultures intermédiaires. Mais effectivement, il faut aller voir de leur côté. Et c'est pas pour rien que dans la fin de mon exposé, j'ai pris des exemples qui sont plus agroécologiques, justement. Voilà, ça c'était pour abonder dans le sens de ce qui se disait précédemment. Alors maintenant, en termes de structuration, bon, je vais vous le dire, hein, euh, aujourd'hui, c'est très clair dans notre société que les gens qui conçoivent le vivant, et ça englobe d'ailleurs jusqu'à un certain point les médecins et les vétérinaires, hein, mais mon constat, il est surtout pour ceux qui conçoivent le vivant dans ses interactions avec l'environnement et entre êtres vivants, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Je peux vous en donner plusieurs exemples, et j'en adresse ce que je pense être la solution, mais bon, si j'avais une solution, je ne serais pas là, je suis en train de la mettre en pratique. Euh, la première, c'est qu'on pense encore que les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter. Alors même qu'on a sous les yeux le résultat désastreux en termes de crise sanitaire et de crise environnementale d'une génération, deux générations, plusieurs générations qui savaient lire, écrire et compter, et même mieux que la génération actuelle, nous dit-on. On oublie complètement ce qu'on avait appelé avec Eric Orsena dans une tribune parue il y a un mois dans Le Monde, le savoir-vivre, c'est cette idée que certes, il faut savoir lire, écrire et compter, on ne va pas le nier, mais ce qui nous manque aussi, c'est savoir ce que ça veut dire de vivre et ce que ça implique, parce que tous les jours, on respire, on mange, on consomme, on fait des ordures, et ça, c'est le cœur de notre lien en vivant, et on ne sait pas le gérer. Et on ne sait notamment pas le gérer en termes de santé, en tout cas pour la plupart des citoyens. Donc déjà, il y a dans l'éducation même une espèce de hiérarchie des savoirs, qui est d'ailleurs assez conne, parce que si on réalise les choses, on peut intéresser des gamins à compter ou à narrer ou à écrire à propos d'un objet, par exemple un objet vivant. Donc il n'y a pas d'hiatus, hein, dans l'acquisition. Simplement, aujourd'hui, l'éducation est un long solfège avant de toucher au réel. Alors ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, je dirais, euh, c'est que euh, en termes de donner de la voix, les gens des sciences du vivant n'arrivent pas à se faire entendre. Aujourd'hui, alors on voudrait être sûr de nourrir tout le monde et de nourrir tout le monde avec une agriculture plus saine, donc qui ont des rendements un tout petit peu inférieurs, les énergéticiens sont en train de faire main basse sur l'espace avec l'agrophotovoltaïsme et sur la matière organique, qui est très importante en termes de recyclage d'azote et de phosphate et aussi de capacité des sols à nourrir des microbes, retenir l'eau. Bah, aujourd'hui, la matière organique, elle va en méthanisation. Alors que si on la remet dans les sols, tenez-vous bien, et ça, c'est un truc qui, enfin, moi, ça me tue parce que ça montre qu'il n'y a pas de vision systémique. Quand vous faites de la méthanisation, vous allez faire du méthane que vous allez brûler, et c'est vrai que le CO2 que vous allez produire, c'est du CO2 qui vient de la photosynthèse. Mais si vous mettez votre matière organique dans les sols, elle met 100, 150 ans à ressortir. Donc en termes d'effet de serre, il vaut beaucoup mieux mettre la matière organique dans le sol que de faire du méthane. Mais non, les bioénergéticiens, si vous voulez, l'énergie, c'est très important, c'est plus important que le vivant. Donc, dans le débat, pouf, ils font un plaquage sur les ressources.
Alors maintenant, comment sortir de cette espèce de grisaille à laquelle nos disciplines, et quand je dis nos disciplines, c'est pas que l'écologie, mais l'écologie, dans la grisaille, elle est un peu plus loin. Comment sortir de la grisaille? Bon, moi, je me bats pour que les gamins, ils aient, dès le primaire, hein, un petit peu d'initiation à l'environnement et au vivant pour que ça fasse partie de leur Weltanschauung, de leur façon de voir le monde. Bon, ça c'est la solution pour l'avenir. La solution immédiate, euh, je me demande, moi, s'il ne faut pas une académie des sciences de l'environnement, où on aurait des géologues, où on aurait des physiciens, où on aurait des... Voilà, et évidemment, il y aurait des redondances évidentes avec des académies existantes, comme celle de l'agriculture dont je suis membre. Mais il y a déjà des redondances entre les académies, One Health nous le dit. On aurait peut-être une forme un peu plus visible. Moi, je ne sais pas, Patrick, ce que tu répondrais, peut-être d'autres gens ont de meilleures idées. C'est pas vrai quand même comme réponse. Moi, bon, je souscris à tout ce que tu as dit là, déjà. Ce qui se passe aussi, c'est que il y a, comment dire, les vétérinaires et les médecins sont structurés par leur pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans des écoles, alors faculté pour les, comment dire, pour les médecins, école pour les vétérinaires, et avec des réseaux très constitués qui vont trouver leurs racines au 19e siècle, et même avant, hein. Euh, donc qui sont souvent proches du pouvoir, on va dire aussi. Ça, c'est un univers que enfin, que l'écologue de base n'a pas. D'abord, des études d'écologie, euh, elles ont, elles ont vraiment commencé, j'allais dire, dans les années 70 à peu près, 80, 70. Hein. Avant, on faisait de la zoologie, de la botanique, etc. Et on n'est pas structuré, très clairement. Et en plus, on n'a pas une ingénierie identifiée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ingénieurs écologues, mais si vous prenez un médecin, vous savez qu'il a la capacité de soigner et d'appliquer au moins tout un tas de choses dans le soin. Bon, vétérinaire, pareil. Euh, Vous avez surfé pendant des années les progrès de la science, antibiotiques, vaccinologie, etc., etc. On n'a pas l'équivalent en écologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une identité de praticien capable de résoudre un problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais on n'est pas structuré en termes d'école qu'il le fasse. Et ça, c'est un gros problème. Et les réseaux, on ne les a carrément pas. Et ça fait la différence, André, c'est-à-dire que tu trouves effectivement une myriade dont certains sont issus d'une culture associative qui a ses vertus, mais qui a aussi ses défauts, hein, de villages gaulois. Et voilà. Y a pas tu le dis, tu n'as pas d'académie d'écologie ou d'académie des sciences de l'environnement, appelons-le comme ça. Alors, est-ce que l'académie, c'est vraiment là que se fait le cœur des choses? Non, mais on les identifie là. Donc, je pense que on a que 30 ans Oui, quand les oui. autres en ont 150, quoi. Enfin, c'est un peu ce que je voulais, je dirais. Par contre, ce qui se passe aussi, puis là je conclurai là-dessus, c'est que moi commence à être très vieux, j'ai pu voir les changements. C'est-à-dire qu'au début, moi, quand je faisais de l'écologie, j'étais l'amateur de petits oiseaux, vus par un draft, par exemple. Bon, c'est-à-dire que bah oui, il était bien gentil, il s'intéresse aux petits oiseaux, c'est quand même bien sympa, quoi. Pendant ce temps-là, on rectifiait les cours d'eau, on faisait tout ce qu'il fallait pas faire, c'était les années 70. Maintenant, l'écoute est plus du tout la même. Mais parce que la réalité écologique rattrape la réalité économique. Et ça, c'est un argument qui commence à être de plus en plus entendu par les politiques, parce que l'argument classique, quand on avance une ingénierie écologique, ah oui, mais ça va coûter, et il y a la réalité économique. Bon, encore, il n'y a pas longtemps, pourtant, une personnalité politique qui est loin d'être à l'opposé en termes d'évaluation des urgences. Mais je dis, mais attends, ta réalité économique, quand tu te feras rattraper par la réalité écologique, elle passera pas lourd. Et on le voit avec le réchauffement climatique, on le voit avec les pandémies, etc., etc. Et ça a été un second réflexe qui a dit, ah oui, tu as raison. Mais le premier réflexe, c'est la réalité économique, c'est le système classique des grandes écoles, etc. Et la réalité écologique, on l'a pas encore assez perçue pour que l'écologue passe pour un vrai professionnel. On est toujours un peu sur le strapontin. Et une Et petite du coup, tu n'as pas teinte d'interlocuteur. aussi militante et qui tue le côté scientifique et expert, hein.
Alors, il y a le mélange en plus. Alors ça, c'est terrible aussi. Le mélange entre écologie et écologisme, qui fait que c'est pas, on n'est pas toujours audible en tant que scientifique parce qu'on est suspecté d'être en même temps écologiste, ce qui est une option personnelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des écologues qui ne peuvent pas être écologistes, mais c'est deux choses différentes, c'est très différent. C'est-à-dire que et on a d'ailleurs fait évoluer le vocabulaire. Au début, on s'appelait écologiste, comme il y en a qui s'appellent ophtalmologiste, vous voyez. Bon. Mais pour faire la différence, on a souhaité s'appeler maintenant écologue parce qu'à un moment donné, il faut faire le tri quand même entre un positionnement scientifique et puis un positionnement politique. Je Merci. crois qu'on Voilà. est, je crois qu'on est sur la même démarche, si vous voulez bien, parce que nous souffrons justement des éléments qui sont mal nommés ou des faits qui ne Oui. sont pas bien étudiés. Sinon, nous sommes dans ce qu'on appelle les modes culturels. Alors, de toute votre discussion, je la trouve fondamentale. Mais Et je me pose, mais pourquoi ne pas penser éventuellement une structure qui soit interdisciplinaire? Puisque le ah oui. problème, moi-même qui est un peu médecin, qui suis un peu médecin, qui suis à l'académie vétérinaire, qui me trouve à l'académie, comment dire, de chirurgie dentaire, qui me trouve à l'académie, etc., de maxillofaciale et de dentisterie, etc., je me retrouve dedans avec des mondes qui ne se parlent pas, Mais avec des ceci dit, mondes qui ont des interrelations fondamentales, qui ne prennent pas un objet ensemble et qui n'abordent pas ce problème avec leurs différentes méthodologies. Et ça a été dit, ce que vous disiez là, c'est-à-dire que la plupart ne dépendent pas des mêmes organismes et des mêmes ministères, donc des mêmes financements, donc des mêmes positions politiques, décisions politiques qui résoudraient en quelque sorte le problème. Donc la question que je suis en train de me poser, est-ce qu'il n'est pas nécessaire actuellement de poser d'autant plus qu'il y a des éléments qui sont des germes écologues, je les appelle comme ça pour ne pas dire écologistes, il y a une recherche vétérinaire au niveau de One Health qui se développe, et il y a au niveau de la médecine, encore là, une recherche qui essaye de se structurer, voire éventuellement d'exister au sein des facultés de médecine, y compris par des enseignements, puisqu'il y a même des masters, il y a même, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de collègues qui pourraient se retrouver éventuellement. Qu'en pensez-vous ? mais si vous me permettez une remarque, je suis d'accord avec cette vision. Bon, moi, je me suis battu pendant toute ma vie sur justement la question d'interdisciplinarité. Mais prenons l'univers médecine qui est très structuré ou l'univers vétérinaire qui est très structuré elle aussi. Finalement, est-ce qu'il y a tant d'échanges que ça entre le cardiologue et la santé publique? Et je parle du professionnel de santé publique. Pour le moment, on a quand même construit la médecine sur une médecine du soin, je m'en plains pas, j'en bénéficie, hein, mais qui a été très très performante. Et du coup, on met de l'argent là-dedans, ça vaut le coup parce qu'on voit ce qu'on fait. Bon, mais la santé publique est quand même le parent pauvre de la médecine, qu'elle soit humaine à coup sûr, vétérinaire d'une certaine manière aussi. Et donc, l'idée qu'à un moment donné, il fasse faire un pas en arrière, revenir à des choses qui soient un peu moins techniques, mais plus interdisciplinaires, un peu plus englobantes, elle n'est pas si facile que ça à faire passer. Ça vient avec l'ONL, justement, mais c'est pas simple, hein. Chers collègues, il y a 10 ans à peu près, Harvard a décidé de 3 hôpitaux de faire en sorte de ne plus considérer les maladies, de ne plus considérer les personnes, je vais très vite en parlant comme ça, mais de considérer que les données médicales. Et en mêlant toutes les données médicales, ce qui n'a pas été simple, il a fallu les différents pouvoirs des différentes disciplines pour que chacun accepte que dans des entrepôts de données, comment dire, il y ait une possibilité de faire des recherches. Tous ces éléments étaient plutôt la conséquence d'un changement de paradigme. Ce n'était plus la personne humaine, c'était au contraire un assemblage de données.
Et à partir de là, vous avez toute une recherche sur les données qui se développe, pour prendre cet exemple, pour bien montrer que ce qui est peut-être important, c'est que nous changions de paradigme, c'est-à-dire de la manière de penser. Or, c'est ce que vous avez dit tous les deux, en définitive. Je ne crois pas qu'avec les anciens systèmes, avec les anciennes institutions, on puisse le faire. Car dans toutes les institutions dans lesquelles je suis, le problème, c'est le problème du sens. Mais il y a du problème du sens dans chacune des institutions. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles travaillent plus, qu'elles travaillent ensemble et font des recherches ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce gap, en quelque sorte, mêlant à la fois complexité, temporalité, c'est ce que j'essayais de dire au début, voir les éléments dynamiques. J'étais très impressionné dans votre papier sur les zombies écologiques. C'est évident qu'on ne se rend pas compte que l'on vit avec des choses qui sont passées. Vous l'avez dit vous-même, on travaille sur des données qui sont souvent passées, qui ne représentent plus ce qui est actuellement en train de se former, de se construire. Donc la question, c'est ne faut-il pas un gap, une nouvelle institution qui représenterait éventuellement une nouvelle forme de pensée? C'est une question que je pose. Mais ça, c'est une question qu'on peut aussi se poser jusque dans la formation. Bien sûr. Bon, pardonnez-moi, hein, j'ai l'habitude de ne pas mâcher mes mots et j'espère que je ne vous serai pas allez-y. Mais d'où vient le fait que les facs de médecine ne soient pas dans les facs de sciences? Est-ce qu'on voudrait nous expliquer que ce n'est pas une science, la médecine? Honnêtement, je ne le pense pas, hein, bien au contraire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des absentes et pour le coup, et ça pousse à l'interdisciplinarité que vous appelez dans votre propos précédent, hein. Je vais dans le même sens, en fait. Mais je me fais provocateur et j'observe par exemple qu'il y a beaucoup de raisonnements évolutionnistes qui ne sont pas tenus en médecine. Je prends 3 exemples. La fièvre. Pourquoi est-ce que tous les animaux qui sont malades ont de la fièvre, y compris l'homme? Bon, c'est curatif. Aujourd'hui, on ne gère pas la fièvre comme curative, comme elle est désagréable et que, en son excès, elle doit être évitée, évidemment, hein, dans son excès, on ne va pas crever de haute température, mais on la soigne systématiquement, on donne des antipyrétiques, ou assez systématiquement, moi je les refuse, hein, assez souvent. Deuxième exemple, un exemple tout bête, le déficit en fer de la femme enceinte. Ben, le corps, c'est un truc général de tous les animaux. Et pour un évolutionniste, il y a une cause évolutive, une chose comme ça. Et c'est quelque chose qui permet en fait de défendre l'organisme en le rendant anémique pour des pathogènes. Et donc, quelque part, la lutte systématique contre le manque de fer, c'est quelque chose qu'il faut balancer. Il faut en avoir une approche. Il ne faut pas arriver jusqu'aux excès, nous sommes d'accord. Mais il faut le balancer, l'utiliser comme un outil aussi. Et puis la dernière chose, c'est la gestion des médicaments. Alors là, enfin des médicaments antimicrobiens. Alors j'en ai un petit peu parlé, hein, mais les problèmes de résistance sont largement liés au fait qu'on n'a pas une approche évolutive de l'émergence de la résistance. On sait très bien en évolution comment faire pour pas qu'il y ait de résistance. D'ailleurs, je vais vous dire, empiriquement, il y a des médecins qui ont trouvé comment faire. Ça s'appelle la trithérapie. C'est-à-dire qu'on ne se prescrit pas les molécules une à une, mais on en met plusieurs, parce que le contournement de résistance ne peut pas se faire. Et puis, dans le temps, on change les molécules qu'on applique. C'est-à-dire on applique la même à un moment donné partout, mais le lendemain, on ne met pas la même. On crée une hétérogénéité qui fait que les résistances d'un jour ne payent pas le lendemain. Or, au début, les résistances sont coûteuses avant que une mutation compensatrice se fasse. Donc, rapidement, les mutations n'émergent pas. Et ça, dans la trithérapie, c'est ce qu'on fait. Mais sauf que la thérapie n'est pas le résultat d'une application de la pensée évolutionniste, mais d'un pragmatisme empirique. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a une belle au bois dormant de l'évolution aussi. Il n'y a pas que l'écologie qui sont des belles au bois dormant pour la médecine et pour les sciences vétérinaires. Et quelque part, il faut qu'on arrive à avoir assez d'interdisciplinarité structurelle, comme vous le disiez, pour que dans la formation ou dans la réflexion, on tire le maximum de ça. Alors, j'ai été très rapide sur ces exemples, hein, que je détaille dans mon prochain livre qui paraît en mars, d'ailleurs, publicité au passage. Très bien. Mais il y a des tas de choses comme ça qu'on ne fait pas bien et qu'on pourrait faire très bien juste parce qu'on est cloisonné. Alors les évolutionnistes, hein, pendant ce temps-là, eux, ils regardent ça, ils ont qu'à, et puis ils restent dans leur tour d'ivoire, quelque part. À Montpellier, par exemple, on a on a un des plus grands centres de sciences de l'évolution du monde, le plus grand, après le classement de Shanghai. Et bon, ils sortent pas de chez eux. Donc ces silos, d'ailleurs, je cible tout le monde quand je les fustige, y compris ma communauté.
Oui, est-ce que M. Giraudot voudrait éventuellement, comment dire, réagir un peu sur ce qui a été dit sur ces... Non, on a dit beaucoup de choses déjà, mais à la fin du montage, quand j'ai parlé d'éco-épidémiologie, j'ai cité une personne qui s'appelle Jean-Antoine Rioux. Je pense que certains d'entre vous l'ont sûrement connu à un moment ou à un autre. C'était un parasitologue de Montpellier qui avait fait ses études de médecine. Enfin, c'était un médecin, hein, le prof de parasitologie, et qui avait fait ses études de médecine au temps où il y avait SPCN et où il y avait un tronc commun, si j'ai bien compris, c'est lui qui me l'avait expliqué, entre les sciences tout court et la médecine. Et donc, il a fait de la botanique, il a fait de la zoologie, etc. Il a été au contact de- 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 des débuts de l'écologie à Montpellier, parce que Montpellier a été aussi, et toujours un peu une capitale des enseignements en écologie. Et donc, ça l'a amené justement à hybrider les savoirs et à arriver à cette notion d'éco-épidémiologie qu'il a mis en œuvre dans la lutte contre un certain nombre de maladies, les leishmanioses, la bilharziose. Il a fait quoi encore? Il a été responsable de la démoustication du Languedoc, etc. Donc, ça vous montre bien que je souscris à ce que dit Marc, c'est que c'est au moment des études qu'on peut changer beaucoup les gens. Et que quelque part, le croisement disciplinaire devient indispensable. Et il est difficile parce que les savoirs se sont tellement accumulés qu'on a l'impression, quand on fait un cursus, par exemple, qu'on n'en sait jamais assez. Donc forcément, on a tendance à se spécialiser dans ce qu'on imagine être le point focal du cursus. Oui, oui, c'est ça. En tout cas, moi, je suis tout à fait admiratif de votre, du matériel que vous présentez là et qui interagit, bien entendu, et vous l'avez amplement démontré, dans les prises de décision à tous les niveaux, que ce soit le citoyen jusqu'au professionnel médecin et jusqu'aux décideurs politiques. Et il faudra peut-être qu'à tous ces niveaux, il y ait une véritable réflexion qui puisse se faire à partir d'éléments scientifiques et promouvoir, comme vous le demandiez, à ce que ces recherches non seulement soient financées, mais soient encadrées, et pourquoi pas par une institution quelle qu'elle serait. De toute façon, la grande idée qu'on essaye de développer dans ces conférences, c'est de faire venir des savoirs, des collègues qui amènent des savoirs différents, avec lesquels justement les différents médecins, les différents chercheurs, mais surtout les étudiants, sont amenés à avoir une nouvelle vision en quelque sorte, pourquoi pas même du monde. Un nouveau paradigme, je parlais tout à l'heure, une autre manière de penser peut-être le corps, l'esprit, et le vivre ensemble, et le vivre ensemble au sens le plus large. Quelqu'un veut prendre la parole. Prenez la parole. Qui veut prendre la parole? J'entends. Geneviève, vous avez la parole. Et ça sera la dernière parce que nous avons un peu débordé. J'avais une question sur les services écosystémiques et puis je voulais revenir aussi sur cette histoire de formation. Alors, depuis le 1er septembre, on a une collègue écologue à l'école vétérinaire d'Alfort. On n'a pas attendu qu'elle arrive pour essayer d'enseigner un peu d'écologie, mais le fait qu'elle soit là, c'est formidable. Et on a déjà mis en place depuis mi-octobre des TD avec les étudiants vétérinaires sur l'éthique environnementale. Et je pensais que le contenu de ces TD était un peu ouvrir des portes ouvertes et que les étudiants allaient nous dire les sujets sur lesquels vous nous faites parler, l'agroécologie, la clinique vétérinaire soutenable et l'impact carbone de l'alimentation des carnivores domestiques. Ils allaient nous dire que c'était des choses qu'ils connaissaient. Et ben pas du tout. Vraiment, pendant les 2 heures de TD, ils adorent et ça arrive souvent qu'on déborde, ce qui est absolument exceptionnel. Les étudiants vétérinaires, comme tous les étudiants ayant pas tellement envie que les corps débordent sur leur heure du déjeuner. Donc voilà. Euh, après,
je pensais à l'évolution actuelle d'entrée dans les études vétérinaires où la porte d'entrée principale, c'est la prépa, qui est une prépa commune avec les agros, où il y a du coup plein de notions de physique, de géologie et d'écologie. Et avec le post-bac, je me dis que du coup, peut-être que ces connaissances plus générales seront moins développées. En tout cas, voilà. Est-ce que il n'y a pas à réfléchir alors, sachant que dans le post-bac, ils font quand même hein, de la physique, de la biologie, etc. Ils ne font pas des sciences vétérinaires en première année post-bac, mais peut-être que arrêter de leur donner ces connaissances plus éclectiques aux étudiants vétérinaires par le fait de la prépa, c'est peut-être pas une bonne évolution. Je m'arrête là-dessus parce que le temps passe. J'avais une question un peu plus fondamentale qui m'est venue en faisant ces TD avec ma collègue Perrine Lequitte, écologue donc, qui était sur les services écosystémiques parce que j'ai vraiment une forte inquiétude sur le fait que si l'écosystème rend des services, on se retrouve finalement avec une nouvelle industrialisation de ces services. Alors, je donne l'exemple, je fais un parallèle avec la médecine du sport, où la médecine du sport s'est développée pour aider les sportifs à avoir moins de douleurs et à mieux gérer leur entraînement de haut niveau. Alors, pourquoi je fais ce parallèle avec le sport? Puisque nous, on a une espèce de sport qui est le cheval, pour lequel ça s'est développé en parallèle. Et j'ai l'impression que ce qui se passe finalement, c'est que les évolutions de la médecine du sport ont permis aux sportifs de développer des performances sportives beaucoup plus importantes et que finalement cette médecine sportive a permis de leur trouver des capacités sportives très grandes et que la médecine sportive, enfin que finalement c'est ça qui s'est passé plutôt que de soulager la douleur et les morts prématurées chez les sportifs de haut niveau. Et c'est un peu le parallèle que je fais avec les services écosystémiques où je me dis, on vend du point de vue économique les services écosystémiques en disant, en faisant attention, on va pouvoir maximiser ce qu'apporte la nature pour donner à manger à tout le monde. Alors évidemment, je suis totalement caricaturale, mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas industrialisation de la nature deuxième millénaire, quoi, 21e millénaire, voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, hein. C'est-à-dire que moi, je prends avec beaucoup de enfin, c'est quelque chose qui a eu une vertu à un moment ou à un autre. C'était un moment où on était dans les petits oiseaux et on rigolait quand on parlait. Costanza a économisé en quelque sorte, a montré qu'il y avait une valeur économique. Du coup, il a pu montrer à ce moment-là que oui, les processus dits naturels étaient finalement intéressants d'un point de vue économique. Bon, mais heureusement qu'on en reste. Enfin, j'espère qu'on va. Enfin, je pense que c'est un peu dépassé cette notion de service écosystémique, mais ça reste beaucoup. Par exemple, prenez l'IBES, qui est le GIEC de la biodiversité. C'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, intergouvernementale et scientifique pour la biodiversité et les services écosystémiques. Si vous prenez les buts du développement durable, qui sont les 17 qui sont affichés par l'ONU, il y a la Nature Contribution to People, c'est-à-dire la contribution de la nature aux gens. Donc on est toujours dans des visions très anthropocentrées, très la nature comme ressource exploitable. Et c'est bien le problème que pose la notion de service écosystémique, hein. André Gestin?
Je vois Oui, est-ce qu'il qu'on a demande. encore le temps pour une question, Vas-y, Christian? vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, de façon plus courte, et toujours sur le plan opérationnel, à partir des exposés fort intéressants de Patrick et de Marc-André. Nous sommes invités donc à poursuivre cette construction One Health autour de MET, FET et environnement. C'est donc maintenant le mantra de tout le monde. Dans l'environnement, la biodiversité, c'est absolument immense. Et donc, par conséquent, si l'on veut que la démarche soit cohérente ou reste cohérente, il faut absolument que la part qui sera prise en compte, la part du monde de l'environnement qui sera prise en compte dans la démarche, soit bien identifiée et bien limitée. Euh, je rentre d'un congrès en Roumanie, donc se poser des questions de ce type-là aussi. Et donc, visiblement, il sera urgent de bien délimiter au sein de cet environnement, au sein de ce secteur, de ce département environnement, la partie que l'on doit aborder en priorité. Est-ce que cela vous semble réaliste? Est-ce que vous pensez souhaitable? Parce qu'en fait, si l'on veut faire capoter ce projet, on n'a qu'à l'aborder tel qu'on l'annonce aujourd'hui en annonçant une, je dirais une organisation globale, enfin, une incorporation globale de l'environnement, ce qui ne sera jamais possible. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce qu'il y a-t-il des réponses ou est-ce que cela prendra plus de temps? Merci. Marc, tu réponds ou bien je réponds? Ou les deux? Bon, je peux répondre quelques éléments. C'est une question très difficile parce qu'effectivement, les pratiques qui vont avec ça sont pas toutes nées, hein. Donc, c'est difficile de savoir ce dont on aura besoin. Et c'est vrai qu'il faut pas être trop gourmand. Euh, Si je peux faire une incise, c'est par rapport à la remarque de Geneviève sur la formation. Vous savez, encore un endroit où justement on a une espèce d'énormité de choses à gérer, hein. Moi, j'aimerais vous dire que à la fois, je suis content des prépas agro-véto parce que je les trouve absolument créatives, riches. Moi-même, j'ai fait partie des gens qui ont fait les programmes. Et d'ailleurs, dans les programmes, les nouveaux programmes, on parle de sol sur la demande des vétos. C'est d'ailleurs assez amusant, hein. C'est les vétos qui ont voulu qu'on parle de sol. Bon. Mais dans ces programmes, évidemment, il y a une matière énorme et on a du mal à gérer tout. Or, il y a 50% des coefficients à l'écrit. Enfin, à l'écrit, les maths comptent autant que la bio. À l'écrit de l'agro, hein. Pour les vétos, je ne sais pas, mais ça, c'est énorme. D'abord, ça décourage des jeunes qui vont faire leurs études véto dans d'autres pays ou qui abandonnent le projet d'être véto. Deuxièmement, c'est surdimensionné par rapport aux exigences techniques. Et moi, je pense que si on déchargeait les matières de sélection et qu'on commençait à faire vraiment de la sélection sur les matières professionnelles, les matières de pratique, on gagnerait de la place. Parce que et ça répond quand même un petit peu à ce que disait André, à savoir que effectivement, c'est une matière prodigieusement colossale, mais il va falloir qu'on apprenne à focaliser notre enseignement un peu plus sur ces disciplines-là. C'est pas contre les maths, parce qu'on ne fait pas de bio sans maths, on ne fait pas d'environnement sans maths, hein. Mais c'est juste parce que dans un cocktail, des fois, le cocktail il n'est pas bon parce que l'équilibre des parties n'est pas bon. Bien. Peut-être l'avis de notre contradicteur, Patrick. Ah ben non, là, je suis pas un contradicteur, je suis totalement d'accord. Parce qu'on cherche la solution, alors on a besoin d'éléments. Oui, d'éléments de contraste, mais non, ça part de l'expérience et du bon sens acquis par l'expérience. Je pense qu'il n'y a rien à dire à ce qu'a dit Marc-André. En tout cas, ça rejoint, avec d'ailleurs André Gestin, nous avons assisté à une réunion au terme de laquelle euh, notre collègue Houssin, Didier Houssin, plaidait justement à ne pas se perdre et qu'il était important dans cette vision globale de bien la serrer, mais c'est comment dire, c'est allier les contraires en quelque sorte. Là, on le sent bien par rapport à tout ce qui nous a été montré ici. Donc, est-ce que ce n'est pas une politique de recherche bien sur des éléments bien délimités
Mais Euh, la question quand même qui se pose, c'est quand on bâtit des référentiels de formation. Bon, moi j'étais prof dans le secondaire pendant plus de 10 ans, j'ai été prof en IUFM dans une autre vie, donc je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Mais qu'il s'agisse de la médecine ou de humaine ou vétérinaire, je suis pas sûr que les programmes de première année ou de deuxième année soient faits sur des référentiels de compétences clairs par rapport au métier. Les concours de médecine de première année, c'est des concours de bêtes de concours, c'est-à-dire bon bah faut assimiler beaucoup de choses en peu de temps, donc c'est vrai qu'il faut avoir la capacité à le faire, ça c'est vrai, mais ça ne préjuge pas du tout des qualités qui seront les bonnes pour faire un bon médecin. Je pense que vétérinaire, si la moitié de la sélection se fait sur les maths à l'entrée, je suis pas sûr que que le vétérinaire dans sa pratique ait besoin d'être un parangon en maths, quoi. Donc voilà, ça pose quand même la question de savoir ce qu'est un référentiel de formation et ce qu'est une formation pour le coup. c'est peut-être là-dessus que nous allons peut-être terminer cette réunion, en tout cas qui a été extraordinairement informative pour ceux qui ne connaissaient pas bien le domaine et, comment dire, nous donnant de l'énergie, je pense, pour penser jusqu'aux structures à la fin de cette réunion. Et bien entendu, toute personne qui verra cette vidéo sera amenée à faire des propositions, pourquoi pas, nous sommes tout à fait ouverts. Donc je vous remercie tous parce que c'est loin d'être évident de mêler les savoirs. Il y a une ancienne locution qui disait le partage des savoirs. Je crois que là, nous avons tenté cette difficulté. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci à vous Merci mille tous. fois. Merci, Merci. À bonsoir, à bientôt. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, la biodiversité s'en va. Mais elle reviendra. Au revoir.